Chapitre 1. La controverse sur la tarte au mûr. C'était le 2e jeudi d'août, et le village de Willowbrook vibrait d'une excitation tranquille, celle que seule une fête d'été annuelle pouvait susciter. Des banderoles flottaient doucement dans la brise, sillonnant la verdure du village de teintes patriotiques de rouge, de blanc et de bleu. Des enfants jouaient à chat perché sous le monument aux morts, et l'odeur des scones chauds s'échappait de la tente du Women's Institute, se mêlant aux notes plus acidulées de vernis et de cuivre de l'orchestre d'argent de Willowbrook. Miss Jane Marple, délicatement droite dans un tailleur en lin rose, se tenait aux côtés de la femme du pasteur, admirant une broderie plutôt ambitieuse représentant l'arche de Noé, offerte par la tante du curé. Ses yeux bleu pâle pétillaient derrière des lunettes bordées de dentelle, notant avec un léger amusement la rivalité sous-jacente évidente entre Madame Burroughs, du WI, et Madame Fanshawe, la nouvelle gouvernante du recteur. Toutes deux avaient présenté des tartelettes au mûr au concours de pâtisserie, et aucune, semblait-il, n'était d'humeur à une défaite gracieuse. « Je crois, » dit la femme du pasteur à voix basse, que Madame Fanshawe a ajouté une touche d'essence d'amande dans le sien. Très audacieux. Miss Marple sourit faiblement. Et très moderne, répondit-elle. Même si je crois que la recette traditionnelle ne demande que les fruits et une touche de clous de girofle. Ah, soupira la femme du pasteur. J'ose dire que votre mémoire pour ce genre de choses est incomparable, Miss Marple. Oh, c'est juste que je n'ai pas grand-chose d'autre pour l'encombrer, dit Miss Marple modestement, tandis que son regard dérivait au-delà de la foule vers l'endroit où une jeune femme plutôt agitée, dans un tablier saupoudré de farine, se précipitait à travers la pelouse, son expression pleine d'alarme. Cette jeune femme était Dora Beckett, assistante au salon de thé Lavender et nièce de Madame Mildred Blackstone, la championne en titre du concours annuel de pâtisserie du village. Et en effet, l'expression de Dora aurait arrêté même le confiturier le plus déterminé, en plein milieu de sa préparation. « Ils ont disparu !» s'écria-t-elle en arrivant à la table des juges. « Le livre de recettes de tante Mildred a disparu. Elle l'avait laissé juste à côté du plateau à tarte, et maintenant il a disparu. Quelqu'un l'a pris. » Un silence momentané régna dans la foule rassemblée, tandis que le scandale s'installait sur la fête tel un apron bien placé. Puis vint le bruissement des ragots, des murmures qui filaient comme des petits poissons à travers les tentes à thé. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. D'après son expérience, les livres de recettes ne disparaissaient pas comme par enchantement. « Mon Dieu, » dit-elle doucement, « c'est vraiment gênant. » Et puis, comme si les dieux de la fête n'en avaient pas eu assez de drame, un deuxième cri, bien plus terrible, déchira l'air, celui-ci venant de la direction de la tente de confiture. C'était Madame Fanshawe. Elle se tenait, pâle comme l'amidon et tremblante, près d'une table chargée de conserves. Sa main tremblante pointait vers le bas. Là, derrière la table et à peine cachée par une caisse de confiture de groseilles non réclamées, gisait le corps immobile de Madame Mildred Blackstone. La fête du village était terminée. L'agent arrive dans les 20 minutes. Il s'agissait d'un jeune homme corpulent, nommé agent Lambert, dont l'air habituel de bonne humeur fut momentanément remplacé par une solennité rigide. Il fit de son mieux pour éloigner la foule de la tente, tout en conservant une expression à la fois rassurante et autoritaire. Le docteur Nathaniel Croft, médecin généraliste de Willowbrook depuis près de 30 ans, s'agenouilla à côté du corps, secouant la tête d'un air sombre. « Mort comme un clou », murmura-t-il, le cou brisé. « Une chute, je dirais. La pauvre femme a dû trébucher et heurter les caisses de confiture. » Mais Miss Marple, qui s'était approchée avec une dignité prudente, se pencha légèrement pour observer la scène derrière l'épaule de l'agent Lambert. « murmura-t-elle, « mais quel drôle d'endroit pour une chute. Tu ne trouves pas ? Il n'y a rien ici qui puisse faire trébucher, sauf peut-être une mauvaise conscience. » Lambert fronça les sourcils. « Allons, allons, mademoiselle Marple, je suis sûr que vous nous laisserez faire notre travail.
On dirait un tragique accident. » « Oh, en effet, » dit Miss Marple d'un ton qui exprimait une douce approbation. « Je me demande quand même ce qu'est devenue la tarte au mûr. » En fin d'après-midi, la fête s'était transformée en quelque chose de bien plus sombre. Les théières furent rangées avec des regards inquiets. Les banderoles commencèrent à s'affaisser, comme en signe de deuil. La tente de cuisson était délimitée par une corde qui semblait étrangement empruntée à la compétition de tir à la corde. Dans le salon du presbytère, Miss Marple sirotait une modeste tasse d'Earl Grey tandis que la femme du vicaire essayait de se distraire avec sa broderie. « Je déteste les désagréments, » soupira-t-elle. « Et Mildred Blackstone, elle habite ce village depuis plus longtemps que la boîte aux lettres de Willow Lane. » Miss Marple hocha la tête. « Oui, et une femme très exigeante en plus. » Elle avait de nombreux admirateurs, mais je crains davantage d'adversaires, surtout en ce qui concerne ses recettes. La femme du pasteur cligna des yeux. « Tu veux dire que quelqu'un aurait voulu son livre de recettes au point de... Oh là là !» Miss Marple reposa sa tasse avec un léger tintement. « Eh bien, quand on considère la suite des événements, la disparition du livre de recettes, puis la mort, dans un endroit peu propice à une chute, et la tarte disparue. » Elle marqua une pause et ajouta, presque comme une réflexion après coup. « Je crois que les tartes au mûr sont bien plus intéressantes qu'il n'y paraît. » Dehors, le soleil baissait derrière la flèche de Saint-Winifred, projetant de longues ombres sur la verdure. Le silence régnait désormais sur le terrain de la fête. Seul un ruban égaré flottait comme un secret oublié, porté par la brise. Mais dans l'esprit de Miss Jane Marple, les questions avaient déjà commencé à s'organiser comme les ingrédients d'une tarte plutôt suspecte. Et quelque part à Willowbrook, soupçonnait-elle, un tueur se félicitait. Un peu trop tôt. Chapitre 2. Murmure derrière les théières. Le lendemain matin, le village de Willowbrook avait retrouvé quelque chose qui ressemblait à son rythme habituel, même s'il suffisait d'écouter attentivement pour entendre le bégaiement de son rythme cardiaque. Madame Headley, qui dirigeait le bureau de poste, avait affiché une petite note manuscrite près de la fenêtre sur laquelle on pouvait lire ouvert tard aujourd'hui, en raison d'événements tragiques. Le boulanger, M. Lyle, qu'on voyait habituellement chanter pour lui-même en disposant des saucisses roulées dans l'étalage, se déplaçait maintenant comme sous un nuage, répondant à toutes les salutations par le même murmure distrait. Trop horrible, vraiment horrible. Et à l'intérieur du salon de thé de lavande, le faible murmure des ragots était plus épais que l'odeur des petits pains à la cardamome. Miss Marple, assise dans son coin habituel près de la fenêtre, remuait lentement son thé et regardait le délicat tourbillon de lait se fondre dans l'ambre foncé. Elle n'était pas venue pour les scones ce jour-là, ni pour voir Dora Beckett tenter nerveusement de remplir le pot de crème sans renverser le plateau. Non, elle était venue pour écouter. « Je persiste à penser que c'est la chute qui a tout gâché, » dit M. Rudge, le cheminot retraité aux épaisses moustaches grises qui siégeait près du comptoir. Ce coin de caisse de confiture, pointu comme un clou. Un faux pas, surtout à son âge. « Mais elle était si sûre d'elle, » rétorqua Madame Elsie Mott, une femme au visage étroit qui travaillait à temps partiel à la pharmacie. « Je l'ai vue arriver juste avant que ça arrive. Droite comme un piquet. Et tu n'as pas entendu parler de la disparition du livre de recettes? Ce n'est pas un hasard, si? » « J'ai entendu dire que c'était du poison, » murmura une jeune fille en uniforme scolaire à son amie. « Vous avez mal entendu, » renifla Madame Penelope Swain, la bibliothécaire du village et gardienne officieuse de la rectitude morale. C'était une chute, purement et simplement. Ne faisons pas de Willowbrook une de ces horribles villes meurtrières américaines. Miss Marple prit une autre gorgée et leva les yeux juste à temps pour apercevoir l'arrivée de l'inspecteur Félix Cray. Voilà un homme qui croyait aux faits, et non à ceux qu'on murmure autour d'un bon gâteau. Il avait à peine plus de 40 ans, avec cette mâchoire rasée de près qui suggérait que les décisions étaient reprises rapidement, et peut-être avec trop d'assurance. Ses bottes étaient cirées, sa voix était sèche,
et sa présence semblait suggérer qu'il était là pour balayer les choses avec la logique et la mécanique d'un catalogue de quincaillerie. Il fit un bref signe de tête à la salle, puis se dirigea vers le comptoir où Dora, pâle et visiblement secouée, tenta de faire une révérence et faillit renverser le sucrier. « Mademoiselle Beckett, » dit doucement l'inspecteur, « pourrions-nous nous parler ?»« En privé. » Miss Marple les suivit des yeux jusqu'à l'arrière-boutique. Elle ne chercha pas à entendre, ce n'était pas son genre. Mais elle remarqua la façon dont les mains de Dora jouaient avec les cordons de son tablier, la façon dont elle jetait constamment des coups d'œil vers la porte du garde-manger, et la façon dont ses lèvres semblaient y former le mot oncle plus d'une fois. Intéressant. 10 minutes plus tard, l'inspecteur sortit, l'air indéchiffrable. Dora, au contraire, ressemblait à quelqu'un qui avait frôlé la noyade et qui se souvenait alors qu'elle ne savait pas nager. Miss Marple plia sa serviette et se leva. Cet après-midi-là, elle a visité la maison de sa chère amie Madame Clarissa Hodge, une ancienne institutrice passionnée par les dahlias et les histoires morales. « Chère Clarissa », dit Miss Marple une fois installée dans le salon avec leur tricot, « tu te souviens de la tarte au mur de Mildred Blackstone, celle qu'elle présentait toujours à la fête ?»« Oh oui, » dit Clarissa, les yeux brillants derrière ses lunettes. « Ravissant. Treillis parfait, jamais détrempé. »« Mais c'était plutôt particulier, n'est-ce pas ?» demanda Miss Marple. « Je me souviens qu'une fois, il y a plusieurs années, Mildred avait refusé de partager la recette complète, même avec la femme du pasteur. Elle disait que le secret résidait dans le glaçage au sirop. » Clarissa hocha la tête, et elle était terriblement fière de son mélange d'épices. Elle le protégeait comme les joyaux de la couronne. « Je me demande, » songea Miss Marple, « et qui pourrait bénéficier de l'acquérir maintenant ?» Clarissa cligna des yeux. « Tu ne veux sûrement pas dire, mais non. Ce serait tout à fait inacceptable. »« Serait-ce le cas ?» dit doucement Miss Marple. « Vous savez, j'ai lu un jour un cas à Leeds où un homme avait poignardé son frère pour une garniture de tourte au porc secrète. L'ambition humaine porte rarement des gants quand elle pense que personne ne la regarde. » Il y eut un moment de silence, interrompu seulement par le cliquetis des aiguilles à tricoter. Plus tard dans la soirée, alors que la dernière lumière disparaissait du ciel au-dessus de Willowbrook et que les lampes brillaient chaleureusement derrière les fenêtres aux rideaux de dentelle, Miss Marple se dirigea une fois de plus vers le village vert. Les tentes de la fête avaient été démontées, mais l'endroit où se trouvait le stand de confiture portait encore les marques du désordre. Quelques touffes d'herbe éraflées, un gobelet en papier froissé et une cuillère solitaire oubliée dans l'herbe. Miss Marple s'accroupit, lentement, avec précaution, et ramassa la cuillère. C'était légèrement collant. Elle le renifla délicatement. Mûr, mais pas seulement. Il y avait quelque chose de floral. Ni de clous de girofle, ni de muscade. Quelque chose de plus moderne. De la lavande. Intéressant. Elle glissa la cuillère dans un mouchoir propre et se leva. À ce moment précis, le bruit lointain de pas précipités rompit le silence. Elle se retourna. C'était Dora Beckett. « Mademoiselle Marple, » dit la jeune fille, essoufflée. « Ils ont trouvé le livre de recettes. » À l'intérieur du presbytère, où le livre était curieusement réapparu sous une pile de recueils de cantiques, Miss Marple l'examina attentivement. Le livre était relié à la main en toile bleue, avec des notes soignées au crayon dans la marge, et l'écriture verticale caractéristique de Mildred. La recette de la célèbre tarte y était, mais quelque chose clochait. « Pas de quantité d'épices, » murmura Miss Marple. « Pas de mention du glaçage. » Dora, debout à côté d'elle, se mordit la lèvre. Ma tante disait toujours qu'elle gardait la vraie recette, dans sa tête et son cœur. Elle ne me confiait même pas la version complète. Les doigts de Miss Marple traçaient un coin vierge de la dernière page, où une légère empreinte était visible, comme si une feuille avait été arrachée. Elle leva les yeux. « Dora, ma chère, dis-moi, y avait-il quelqu'un tout court, qui aurait pu gagner à posséder les recettes secrètes de ta tante ?
Peut-être même assez pour les conserver définitivement. Dora hésita. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Mais j'ai vu madame Fanshawe près de la table à tarte, juste avant que tout ne dégénère. Miss Marple sourit doucement, les yeux perçants. « Oh, dit-elle, je pense que nous devons avoir une petite conversation avec la gouvernante. » Chapitre 3. Amande et ambition. Madame Fanshawe vivait dans une modeste annexe du presbytère, un don pratique du vicaire qui avait appris, à force d'épreuves et de légers traumatismes domestiques, que les ménagères apprécient l'indépendance. Les chambres étaient petites mais bien tenues, avec des meubles en acajou poli et des tissus en chintz fleuris, qui laissaient présager des ambitions respectables. C'est là, par un vendredi matin frais, que mademoiselle Marple vint apporter un panier de petits pains aux raisins secs et demander une petite conversation. Madame Fanshawe l'accueillit poliment, sans être chaleureusement. Grande femme d'une 60aine d'années, elle se tenait droite, comme une personne habituée à donner des instructions et à être obéie. Ses cheveux étaient tirés en un chignon gris soigné, et son tablier portait une tache de farine bien placée, qui ressemblait moins à une tache qu'à un signe d'expérience durement acquise. « Je suppose que vous êtes venu pour le désagrément, » dit sèchement madame Fanshawe, conduisant mademoiselle Marple dans un petit salon et lui indiquant d'un geste une chaise à haut dossier. « La police a déjà posé ces questions. »« J'en suis sûre, » dit Miss Marple en s'installant et en plaçant le panier à brioche entre elles comme un geste de paix. « Mais je trouve que parfois, ce sont les conversations informelles, autour d'un thé par exemple, qui éclairent le mieux une situation. » Madame Fanshawe esquissa un sourire crispé. « Eh bien, je n'ai rien à cacher, Miss Marple. »« Oh, je ne pense jamais le contraire, » répondit Miss Marple. « Pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous et feu Madame Blackstone étiez des rivales, en quelque sorte, du moins en pâtisserie. »« Je n'appellerais pas ça une rivalité, » dit la gouvernante en versant le thé avec précision. « Une saine compétition peut-être. Mildred avait sa façon de faire, et moi la mienne. »« En effet, » murmura Miss Marple, « et une touche assez inhabituelle, de l'essence d'amande dans votre tarte. Très moderne, presque continentale. » Madame Fanshawe haussa un sourcil. « Il faut innover, Miss Marple. C'est le problème avec ces fêtes de village. Tout le monde s'accroche aux vieilles coutumes comme si elles étaient sacrées. Mais Mildred n'a pas apprécié l'innovation, n'est-ce pas ?» Les lèvres de Madame Fanshawe se pincèrent. Elle ne supportait rien, pour être honnête. Elle gardait ses recettes comme des joyaux de la couronne. Elle refusait même de révéler la méthode exacte à Dora. Et cette fille s'est tuée au travail pour elle. Miss Marple remuait son thé. « Et pourtant, » dit-elle doucement, « quand Dora a crié que le livre de recettes avait disparu, vous avez été le premier à retrouver le corps. »« J'allais chercher ma cuillère, » dit madame Fanshawe d'un ton neutre. « Nous avons chacun apporté nos couverts pour la dégustation. J'ai placé les miens près de la tarte. La table de Mildred était à côté. Et, eh bien, je suppose que j'ai regardé derrière les caisses de confiture parce que j'ai cru voir quelque chose d'anormal. Je ne m'attendais pas à la trouver. Certainement pas comme ça. » Miss Marple hocha doucement la tête. « Bien sûr. Mais dites-moi, avez-vous remarqué quelque chose d'étrange? Quelque chose qui vous semblait déplacé ?» La gouvernante hésita. Son regard se porta sur les rideaux de dentelle. « Il y avait une odeur, » dit-elle enfin. « Quelque chose d'âcre. Pas de vinaigre, mais quelque chose de floral. Légère, mais bien présente. » Miss Marple inclina la tête. « De la lavande, peut-être ?» Madame Fanshawe cligna des yeux. « Oui, c'est possible, mais je n'y avais pas pensé sur le moment. » Miss Marple se pencha en avant, les mains jointes. « La lavande, ma chère Madame Fanshawe, ne se retrouve généralement pas dans une tarte au mûr, et pourtant il y avait une telle note sur une cuillère que j'ai trouvée près de la table à confiture. » Les doigts de Madame Fanshawe tremblèrent. « Je ne sais pas ce que tu suggères, dit-elle. Je ne suis pas non plus une accusatrice.
dit gentiment Miss Marple, mais je crois que certains habitants du village pourraient penser qu'un avenir en pâtisserie, peut-être même en dehors de Willowbrook, nécessite une recette maison. Et quoi de plus précieux que celle de la femme dont les tartes ont remporté la fête 5 années de suite? Il y eut un silence, long et tendu. Finalement, Madame Fanshawe expira par le nez. « Je voulais la recette, oui. Je ne le nierai pas. J'ai même essayé de la deviner en la regardant travailler. Mais je ne l'ai pas tuée. » « Non, » dit Miss Marple. « Je pense plutôt que vous ne l'avez pas fait. » Cet après-midi-là, Miss Marple se promena le long de Meadow Lane, un chemin tranquille qui serpentait derrière le village et menait au salon de thé Lavender. En chemin, elle passa devant le bureau de poste, où Madame Headley discutait sur le pas de la porte avec M. Finch, l'épicier, leur voix baissant à chaque passage. « On dit que le rapport du médecin sera de retour lundi, » murmura Madame Headley. « Mais il ne dira rien que nous ne sachions déjà, n'est-ce pas ?» M. Finch secoua la tête. « Le cou cassé. C'est aussi simple que ça. » Miss Marple, entendant cela, ralentit légèrement. « C'est aussi simple que cela, en effet. Mais la mort, la vraie mort, était rarement simple. » Au salon de thé de Lavande, Dora essuyait les tables avec ce genre de froncement de sourcils qui suggérait que le sommeil était un visiteur rare. Miss Marple s'approcha doucement. « Ma chère, dit-elle, sais-tu par hasard si ta tante a déjà écrit des lettres à quelqu'un au sujet de ses recettes? Peut-être à une publication? Ou à un ami ?» Dora secoua la tête. « Personne. Elle ne faisait pas confiance aux étrangers. Elle disait que des gens à Londres voleraient vos idées et les revendraient sous leur propre nom. » « Avait-elle des ennemis ?» demanda Miss Marple. Dora leva brusquement les yeux. Elle n'était pas aimable, si c'est ce que tu veux dire. Elle se disputait avec presque tout le monde. Elle trouvait Madame Fanshawe indigne d'elle. Elle détestait que M. Lyle ouvre son propre stand de pâtisserie. Elle disait que c'était courant. Elle s'est même disputée avec moi la semaine dernière à propos de l'ajout de crème caillée dans les tartelettes à la confiture. Miss Marple réfléchit à cela. « Et où étiez-vous quand l'accident s'est produit ?» Dora rougit. « J'étais allée au débarras derrière la tente. Il y avait une caisse de bouteilles d'eau, et tante Mildred m'a dit d'aller en chercher 2. Je ne suis partie qu'1 minute. »« Je vous crois, » dit doucement Miss Marple. « Mais certains pourraient s'étonner d'un timing aussi parfait. » Les yeux de Dora se remplirent de larmes. « Tu crois que je... » »« Non, » répéta Miss Marple plus fermement. « Mais je pense que quelqu'un d'autre a profité de votre absence pour mettre en scène quelque chose d'assez astucieux. » De retour à son cottage, Miss Marple posa la cuillère à côté de son ouvrage et ouvrit un petit carnet. Elle commença à énumérer des noms. Madame Fanshawe, ambitieux, compétitif, mais trop fier pour risquer le scandale. Monsieur Lyle, un boulanger rival, désireux d'agrandir sa boutique. Dora, nièce fidèle ou héritière oubliée. Révérend Tuttle, j'ai toujours apprécié le soutien de Mildred. Qu'est-ce que cela signifiait? Dr. Croft, il a dit que c'était une chute. Trop vite? Elle a souligné une ligne, page manquante du livre de recettes. Et puis elle a ajouté une nouvelle pensée. Qui a eu l'opportunité de le prendre et de le replanter? Miss Marple s'assit dans son fauteuil et regarda vers le coucher du soleil. Elle n'avait pas encore la recette complète, mais elle sentait que les ingrédients du meurtre commençaient à surgir. Chapitre 4. L'arrière-goût amer. Dimanche matin, les cloches de Saint-Winifred ont sonné dans tout le village avec leur grâce habituelle, appelant fidèles et curieux au culte. Mais même dans la solennité silencieuse de la prière, les villageois de Willowbrook ne parvenaient pas à se défaire du malaise persistant qui avait suivi la mort prématurée de Madame Blackstone. Les fidèles arrivèrent en costumes impeccables et chapeaux à fleurs, mais leurs regards se détournèrent tandis qu'ils échangeaient des salutations chuchotées. Même le vicaire, le révérend Tuttle, un homme doux, au ton perpétuellement désolé, semblait moins serein en prononçant son sermon. « Souvenons-nous, dit-il avec un léger tremblement, que nous sommes appelés à ne pas juger, de peur d'être nous-mêmes jugés. » Une déclaration précise, même si personne ne pouvait dire avec certitude à qui elle était adressée.
Miss Marple, assise à sa place habituelle près du troisième vitrail, observait tout cela avec une concentration silencieuse. Elle remarqua les lèvres pincées de Madame Fanshawe pendant les intercessions, la façon dont Dora Beckett gardait la tête baissée plus longtemps que la plupart, et le regard perdu de M. Lyle, le boulanger du village, comme si ses pensées n'étaient pas tournées vers le salut, mais vers un sujet bien plus troublant. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention de Miss Marple, c'est le comportement du docteur Croft. D'habitude, il était ponctuel à l'excès, arrivant juste au moment où le prélude à l'orgue commençait. Aujourd'hui, cependant, il arriva en retard, après le cantique, et parut distrait. Il s'assit à côté de sa femme sans même murmurer une excuse, et sembla grimacer lorsque le vicaire parla de « secrets qui devront un jour être révélés ». Intéressant, pensa Miss Marple. Très intéressant. Après le service, le cimetière s'est rempli de spéculations sous couvert de conversation. Elle a bien dit qu'elle avait mal au dos, n'est-ce pas? Disait Madame Mott à Madame Burroughs sous Leaf. Elle a peut-être eu des vertiges. Ça pourrait expliquer sa chute. Miss Marple les dépassa doucement. Elle se dirigea vers le chemin derrière l'église, où le docteur Croft commençait à allumer sa pipe, seul sous le sureau en fleurs. « Docteur Croft, dit-elle d'un ton agréablement léger, un beau sermon, vous ne trouvez pas ?» Il parut surpris, puis hocha la tête d'un air las. « Oui, oui. » De belles paroles de Tottle, comme toujours. Miss Marple sourit. « Tu avais l'air un peu distraite ce matin. » Il lança un mince filet de fumée dans l'air. « Nous vivons une époque troublée, Miss Marple. Une mort inexpliquée, tout le village en émoi. C'est tout naturel, je suppose. »« Bien sûr, » dit-elle. « Je me demande cependant si l'autopsie a confirmé votre observation initiale. Une simple chute ?» Il hésita. « Eh bien oui. » Le cou était cassé proprement. L'angle correspondait à une chute arrière sur une surface basse et solide. Mais pas de contusion, pas de signe de lutte. Aucun ne s'est démarqué. L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais sa voix s'adoucit. « Pardonnez-moi de vous demander, mais depuis combien de temps connaissiez-vous Madame Blackstone ?»« 30 ans ou plus, » répondit-il, « depuis son arrivée à Willowbrook. C'était une femme formidable. En effet. Et je crois qu'elle vous consultait régulièrement, n'est-ce pas ? » « Pas autant qu'elle aurait dû, » murmura-t-il. « Elle a toujours pensé qu'elle connaissait son corps mieux que quiconque. Mais oui, récemment elle venait me voir pour des douleurs articulaires et des troubles du sommeil. Est-ce qu'elle prenait des médicaments ? Rien de grave, des tisanes, un sédatif de temps en temps quand elle insistait. Mais Mildred se méfiait des pilules. Elle disait qu'elles lui brouillaient l'esprit. Miss Marple marqua une pause. « Et puis-je vous demander, docteur, a-t-elle jamais évoqué des peurs ou le sentiment que quelqu'un lui voulait du mal ?» Ses sourcils se haussèrent légèrement. « Suggérez-vous qu'elle a été assassinée, Miss Marple ?»« Je suggère, » répondit-elle, doucement, « que nous ne devrions exclure aucune possibilité lorsqu'une femme meurt le jour même où sa recette jalousement gardée disparaît et réapparaît ensuite dans des circonstances plutôt étranges. » Le docteur Croft n'a pas répondu immédiatement. Finalement, il a dit « Il y avait quelque chose d'étrange. Quelque chose que je n'avais pas mentionné dans ma déclaration initiale. »« Oh !» ?»« Il y avait une légère marque, juste derrière son oreille droite, comme une pression. Ça aurait pu être dû à la chute, ou ça aurait pu être fait juste avant. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Ça change le goût, non ? » Cet après-midi-là, alors que la chaleur s'adoucissait et que le chant des oiseaux revenait dans les haies, Miss Marple se rendit à la boulangerie de M. Lyle. Elle acheta 2 petits pains baffes et une tarte aux framboises, mais son esprit n'était pas tourné vers les sucreries. « De belles miettes sur celle-ci, » a-t-elle remarqué. « Merci, » dit M. Lyle en croisant à peine son regard. « J'ai testé une nouvelle farine, la farine française. » « Vous avez dû donner du fil à retordre à Madame Blackstone cette année, » dit-elle d'un ton léger. « Votre stand a été très populaire. » M. Lyle eut un petit rire.
La popularité ne fait pas gagner de Rosette. Elle avait toujours les juges à ses trousses. Mais vous avez dû admirer son talent? Il leva brusquement les yeux. J'admirais sa constance. Pas ses manières. Elle m'a dit un jour que mes sablés étaient ordinaires, juste devant un client. Miss Marple haussa un sourcil. C'était cruel. Elle pensait être la maîtresse de la fête, dit-il amèrement, et de la moitié du village. Mais les gens commençaient à se lasser de ses brimades. Fanchot, Dora, même le pasteur l'évitait autant qu'il le pouvait. Pourtant, personne ne lui a jamais tenu tête. Monsieur Lyle haussa les épaules. C'est Willowbrook. On sourit, on hoche la tête, et on maintient le calme, jusqu'à ce que quelque chose se brise. Miss Marple accepta le sac de pâtisserie, mais son esprit travaillait déjà. Quelque chose s'était cassé, en effet. De retour à son chalet, elle s'assit près de la fenêtre et relut la liste dans son carnet. Elle ajouta 2 observations supplémentaires sous le nom du docteur Croft. Légère marque derrière l'oreille droite. Pression? Pas impact? Des détails ont été cachés dans le rapport? Pourquoi? Puis elle a dessiné un petit point d'interrogation à côté de M. Lyle. Était-ce du ressentiment? Ou quelque chose de plus? Et pourtant il manquait cette page du livre de recettes. Une page arrachée, puis soigneusement remise en place. Qui aurait eu le temps et la subtilité de faire une chose pareille lors d'une fête de village chaotique? La réponse, pensa-t-elle, ne réside peut-être pas dans la personne qui pourrait, mais avec qui serait. Et pourquoi? Elle regarda à nouveau le nom de Dora Beckett. La vendeuse du salon de thé était-elle aussi naïve qu'elle le paraissait? Ou était-elle la seule personne disposant d'un accès et d'un mobile que personne ne voulait soupçonner? Miss Marple tapota pensivement son stylo contre son menton. Elle savait qu'il y avait 3 sortes de poisons dans un petit village. Le poison littéral, le poison émotionnel et celui qui s'infiltre discrètement dans la réputation. Et à Willowbrook, quelqu'un avait préparé un mélange mortel des 3. Chapitre 5. La fille avec de la farine sur les mains. Le lendemain matin arriva enveloppé d'un silence d'anticipation. La pluie était tombée pendant la nuit. Pas un orage, juste un léger claquement contre les vitres, comme si le village avait soupiré dans son sommeil. Willowbrook se réveilla alors dans les allées humides du jardin, l'odeur de la terre retournée, et ce léger frisson métallique qui s'accroche aux choses quand quelque chose ne va pas. Le salon de thé Lavender, comme toujours, ouvrait à 9h30. Mais ce n'était pas tout à fait pareil. Dora Beckett se tenait derrière le comptoir vitré, les mains toujours aussi occupées, mais sans leur rythme habituel. Elle réorganisa les scones inutilement, astiquait un sucrier déjà propre et laissait tomber une cuillère à café qui claqua trop fort sur le carrelage. Elle n'a pas salué Miss Marple lorsque la cloche au-dessus de la porte a sonné. Elle n'en avait pas besoin. « Bonjour, ma chère », dit Miss Marple en déboutonnant ses gants en entrant. « J'espère ne pas arriver trop tôt. »« Non, » dit Dora avec un sourire forcé. « On vient de finir de s'installer. Voulez-vous votre plat habituel, si cela ne vous pose pas trop de problèmes ?» Tandis que Dora se retirait dans la cuisine, Miss Marple prit place dans le coin, celui près de la fenêtre, avec son coussin délavé et la plus belle vue sur la rue. Mais ce jour-là, son attention n'était pas portée sur le va-et-vient silencieux du dehors. Aujourd'hui, elle observait Dora. La jeune fille revint un instant plus tard, portant un plateau. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle versait le thé. « Je t'ai aussi apporté un petit pain à la confiture de framboise, » dit Dora en posant l'assiette. « Ils sont frais. »« Comme c'est gentil. » Miss Marple remuait son thé. « Tu as l'air fatiguée, ma chère. »« Je n'ai pas bien dormi. »« C'est compréhensible, » dit doucement Miss Marple. « La mort n'est jamais une visiteuse bienveillante. Et ce genre de mort, elle s'attarde, n'est-ce pas ?» Les yeux de Dora se levèrent, écarquillés et méfiants. « Tu crois qu'elle a été assassinée ?»« Je ne sais pas, » répondit Miss Marple avec sincérité. « Mais je pense qu'il y a des questions qui n'ont pas encore trouvé de réponse, ni même été posées. » La fille hésita. Tout le
Monde me regarde comme si j'avais fait quelque chose de mal. C'est parce qu'il soupçonne que vous savez quelque chose que vous n'avez pas dit. Dora s'assit brusquement sur la chaise opposée, comme si ses jambes ne pouvaient plus la supporter. Je ne l'ai pas tué, Miss Marple. Je le jure. Miss Marple hocha la tête. Je te crois. Mais tu as menti. Dora cligna des yeux. Que veux-tu dire? Tu as dit que tu étais au débarras pour acheter des bouteilles d'eau. Mais il ne manquait aucune bouteille. J'ai vérifié, et personne ne se souvient t'avoir vu revenir avec quoi que ce soit dans les mains. Dora détourna le regard. J'ai paniqué. Je n'étais pas dans le débarras. J'étais derrière la tente, en train de pleurer. Pourquoi? Je venais de me disputer avec tante Mildred. Elle m'accusait d'essayer de copier sa tarte. Elle disait que je fouinais sa recette comme un rat. Mais ce n'était pas le cas. Je lui ai juste demandé quelle farine elle utilisait, et elle m'a traité d'insolent. Miss Marple attendait. Alors je suis partie, continua Dora d'une voix tendue. Je suis allée derrière la tente de confiture et j'ai pleuré. C'est là que j'ai entendu quelqu'un approcher. J'ai cru que c'était elle, qui venait encore me gronder. Mais non. Miss Marple se pencha en avant. Qui était-ce? Je ne sais pas. Je ne les ai vus que de dos. Un manteau gris. Il portait quelque chose. Un petit livre relié en cuir. J'ai pensé que c'était peut-être le sien, mais j'avais trop peur pour bouger. Et tu n'en as parlé à personne? Je ne pouvais pas, murmura Dora. Je ne voulais pas qu'on pense que j'avais volé le livre de recettes. Ou pire. Miss Marple resta silencieuse un long moment. Dehors, les nuages s'étaient dissipés, laissant entrer un rayon de douce lumière matinale. « De quelle couleur était le manteau » demanda-t-elle doucement. « Gris pâle, avec une ceinture dans le dos. » Les yeux de Miss Marple se rétrécirent. Cette description ne correspondait qu'à une seule personne du village, un certain monsieur Finlay, le notaire local. Toujours bien habillé, toujours en tweed. Pourquoi un avocat devrait-il manipuler le livre de recettes d'un boulanger? Elle se leva. « Merci, Dora. Tu m'as été très utile. »« Tu crois qu'ils vont bientôt arrêter quelqu'un » demanda la fille, la voix tremblante. « Je ne me sens plus en sécurité. » Miss Marple se tourna vers elle, l'air indéchiffrable. « Quand on commet un meurtre, c'est par nécessité, pas toujours par haine. Mais une telle personne a souvent plus peur que vous. » Miss Marple traversa lentement le village, ses pensées aussi confuses que les nuages au-dessus de sa tête. Elle passa devant le bureau de poste, la place verte, le chapiteau silencieux, toujours debout comme un fantôme de la fête. Elle tourna sur Church Lane et s'approcha du cottage couvert de lierre, qui appartenait à monsieur Cyril Finlay, avocat de la moitié du comté. Une plaque en laiton sur la porte indiquait « Finlay & Son, avocat », bien que personne n'ait vu le fils depuis des années. Elle frappa doucement sur le bois poli. La porte s'ouvrit presque aussitôt. « Mademoiselle Marple, » dit M. Finlay en haussant les sourcils, « à quoi me vaut ce plaisir ?»« Je me demandais, » dit-elle aimablement, « si je pouvais vous poser une question concernant une petite affaire juridique, à propos d'un livre. » Finlay hésita. « Entrez, s'il vous plaît. » Son salon était une affaire austère, des chaises en cuir sombre, une cheminée inutilisée malgré le temps doux et une curieuse absence de photographie personnelle. « Je ne vous retiendrai pas longtemps, » dit Miss Marple. « Je suis juste curieuse. Saviez-vous que Madame Blackstone était en train de protéger son livre de recettes ?» La tasse de thé de M. Finlay tremblait légèrement dans sa soucoupe. Elle a mentionné quelque chose de ce genre, oui. Elle envisageait de protéger une série de ses recettes par le droit d'auteur et de les publier. « Ah, dit Miss Marple, et vous avait-elle déjà soumis ce matériel? » Eh bien, elle a apporté un brouillon, un recueil manuscrit. Elle a dit qu'elle ne faisait pas confiance aux machines. Je lui ai proposé de le taper, mais elle a refusé. Et c'était quand? Une semaine avant la fête. Miss Marple hocha la tête. Elle avait donc un motif pour protéger le contenu. Et vous y aviez accès. Il serait dit. « M'accusez-vous de quelque chose, Miss Marple ?»« Pas du tout.
Seulement quelqu'un en manteau gris a été aperçu près de la tente de confiture juste avant la mort de Madame Blackstone, portant un livre relié en cuir. Son visage est devenu très immobile. « J'ai perdu mon manteau à la fête, » dit-il après une pause. « Je l'ai laissé sur la chaise du jury. Quand je suis retourné le chercher, il avait disparu. Il est réapparu le lendemain sur mon banc de jardin. Comme c'est étrange. » En effet, Miss Marple se leva, un sourire doux mais ferme. « Parfois, la vérité est comme une recette, Monsieur Finlay. On croit connaître tous les ingrédients, jusqu'à ce qu'un ingrédient amer surgisse au milieu. » Ce soir-là, de retour à son cottage, Miss Marple sortit à nouveau son carnet. Elle y inscrivit une nouvelle entrée. Monsieur Finlay, conseiller juridique de Mildred, avait accès aux recettes originales Manteau vues sur la scène de crime, prétend qu'il a été égaré motif possible, droit de manuscrit, partage de redevance, puis elle a dessiné un petit cercle autour d'un mot, manuscrit, et en dessous elle a écrit 3 lignes courtes et réfléchies. Qui a voulu protéger le livre? Qui a voulu le copier? Qui a voulu l'effacer à jamais? Alors que le vent bruissait dans le jardin et que le village s'installait pour la nuit, Miss Marple sentit le puzzle commencer à prendre forme. Le tueur, elle le savait, n'était pas quelqu'un qui détestait Mildred Blackstone. Le tueur était quelqu'un qui nécessaire sont, jusqu'à ce qu'elle devienne un obstacle. Chapitre 6. Une page déchirée 2 fois. Le lendemain matin apporta un curieux mélange de soleil et de vent, un de ces jours où la nature peine à se décider. À Willowbrook, les haies dansaient avec agitation, les corbeaux se disputaient les croûtes sur la pelouse, et les gens, peut-être influencés par la météo, semblaient mal à l'aise. À 10 heures précises, Miss Marple reçut une visiteuse. Dora Beckett se tenait sur le seuil de sa chaumière, les mains serrées autour d'un mince volume relié en tissu. « J'ai trouvé ça sous mon oreiller, » dit-elle sans préambule. « C'est l'original. Le vrai livre de recettes de tante Mildred. » Les yeux de Miss Marple s'écarquillèrent, non pas sous le choc, mais en signe de confirmation. « Ma chère, » dit-elle calmement, « entre. » Assise dans le salon, un feu discret vacillant sous la cheminée, Miss Marple examina le livre. La couverture était usée, les coins gondolés par les années. À l'intérieur, les pages étaient recouvertes d'une écriture précise et sans fioriture, celle de Mildred Blackstone. Pas de fioriture, pas de gribouillage ni d'embellissement, juste des recettes, des dizaines, toutes annotées, toutes codées à leur manière, sauf un. À la moitié du livre, il y avait une page déchirée. Pas seulement déchirée, mais déchirée 2 fois. Une fois horizontalement, de manière irrégulière, puis verticalement, comme si quelqu'un avait déchiré, changé d'avis, et tenté de faire croire que c'était accidentel. Miss Marple passe un doigt sur le bord. « As-tu mis ça sous ton oreiller ?» demanda-t-elle doucement. Dora secoua la tête. « Non. Je n'ai même pas touché à mon lit depuis hier matin. J'ai dormi sur le canapé. À mon réveil, je suis allée dans la chambre et il était là. Il devait y avoir quelqu'un dans la maison. » Miss Marple la regarda. « Et la porte ?»« Verrouillée. Mais la lunette arrière est coincée. C'est facile à ouvrir si on connaît l'astuce. Ma tante disait toujours qu'elle aimait l'air frais. » Miss Marple ferma le livre. Quelqu'un avait donc une copie. Et maintenant, ils rendent l'original, discrètement, comme s'ils espéraient que personne ne le remarquerait. Dora se mordit la lèvre. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Parce qu'ils sont nerveux, parce qu'ils savent que ce qui manque à ce livre prouve ce qui a été volé. Après le départ de Dora, Miss Marple descendit l'allée en direction du presbytère. Elle ne cherchait pas le révérend Tuttle, même s'il était, selon ses propres termes, une âme chère, quoique plutôt aveugle à la nature humaine. Non, son intérêt se portait sur l'épouse du pasteur, madame Laetitia Tuttle. Toujours observatrice et charmante et indiscrète, elle l'a trouvée dans le jardin de l'église, en train de tailler des rosiers et de marmonner à propos de moisissures. « Mademoiselle Marple, » appela-t-elle, « vous venez vérifier que je n'ai pas enfoui de secret sous les rosiers ?»« Pas du tout.
répondit Miss Marple en souriant. « Mais vous avez la plus belle vue du village. Sur les gens, bien sûr. » Madame Tottle frotta son tablier. « Quel ragot cherchez-vous ?»« Pas des ragots, » dit délicatement Miss Marple. « Un souvenir. Le jour de la fête. Vous souvenez-vous de qui était près de la tente des juges, juste avant le concours de confiture ? La femme du vicaire s'arrêta, taillant avec des ciseaux en plein vol. « Eh bien, il y avait Madame Fanshawe, bien sûr. Elle s'inquiétait pour sa cuillère. Et Monsieur Lyle, il parlait de cholestérol au docteur Croft, entre autres. Monsieur Finlay est passé aussi, je crois. Il avait l'air harassé. Il avait encore cette horrible porte-document en cuir. Madame Blackstone était-elle avec quelqu'un ? Seulement Dora. Mais elle ne parlait pas. Je me souviens avoir trouvé ça bizarre. La fille avait l'air sur le point de pleurer. Miss Marple hocha la tête pensivement. Et après ? Oh, le chaos, dit Madame Tottle. La pauvre Dora qui hurlait. Les gens se précipitaient. Quelqu'un a renversé le pot de limonade. Et puis, bien sûr, le cri de Madame Fanshawe. J'ai cru qu'elle avait vu un fantôme. Ou en a fait un, murmura Miss Marple dans sa barbe. Qu'est-ce que c'est ? Rien, ma chérie. Je réfléchissais. En fin d'après-midi, Miss Marple s'était installée à son bureau. Devant elle se trouvait une feuille de papier sur laquelle elle avait commencé une nouvelle liste. Cette fois, non pas de personnes, mais d'actions. Ce que nous savons. Livre de recettes signalé disparu avant le meurtre. Madame Blackstone meurt apparemment en tombant derrière une tente à confiture. Cuillère parfumée à la lavande trouvée près du corps. Le livre revient, secrètement, dans la chambre de Dora. Page manquante déchirée dans les deux sens. Manteau assorti à celui de Finlay vu de près sur scène. Plusieurs suspects à Vestémobile. La célébrité, le ressentiment, le gain financier. Elle a tapoté le stylo sur sa lèvre. La lavande. C'était la clé. La lavande ne faisait pas partie de la recette. Alors qui l'utiliserait et pourquoi ? Un déguisement ? Une couverture pour quelque chose de plus fort ? Les yeux de Miss Marple se rétrécirent. Elle se souvenait d'un moment de sa jeunesse, pendant la convalescence de son oncle. Le médecin lui avait conseillé de l'huile essentielle de lavande pour se détendre, juste 2 gouttes dans de l'eau. Mais un jour, par erreur, la femme de ménage en avait mis trop, et son oncle était devenu étourdi, désorienté, confus. Miss Marple se leva si vite qu'elle fit sursauter le chat. Elle a rendu visite au docteur Croft juste avant le crépuscule. « De l'huile de lavande », dit-elle sans préambule. « Ingérée. Quel effet ça fait ?» Il cligna des yeux. « Eh bien, à petite dose, ça peut apaiser les nerfs. À forte dose, ça peut provoquer une désorientation, même des hallucinations. Pourquoi cette question ? » Miss Marple ignora la question. « Pourriez-vous le tester dans, disons, un reste de pâtisserie ?» Il fronça les sourcils. « Tu crois que quelqu'un a drogué la pétasse ?»« Je pense que quelqu'un a peut-être souhaité que Madame Blackstone perde pied, et pas métaphoriquement. » Il se frotta le menton. « Si j'avais un échantillon, je pourrais essayer. »« Il se trouve que j'en ai une, » dit-elle en sortant une tranche emballée de son sac à main. « C'est ce qui reste de la tarte gagnante. » Il le prit en hochant la tête. « Je vais voir ce que je peux trouver. »« Et docteur, » ajouta-t-elle doucement, « soyez discret. Je crains que quelqu'un ne tente déjà d'effacer des preuves. » Ce soir-là, alors que les ombres s'allongeaient et que les rideaux de Willowbrook étaient tirés, Miss Marple était assise seule dans son salon. Elle rouvrit le livre de recettes. Il tomba naturellement sur la page déchirée. C'était une recette de tarte au mûr. Bien sûr, mais ce qui la frappa alors, c'était la note dans la marge, à peine lisible, le début d'une phrase, à moitié effacée. Ajouter de l'huile si... Les doigts de Miss Marple s'enroulèrent autour du bord de la page. Pas d'huile de cuisson, huile de lavande. Et quelqu'un avait essayé de détruire cette note. Mais ils n'y sont pas vraiment parvenus. Ce qui signifie que le motif n'était pas simplement le vol. C'était la peur. Quelqu'un avait utilisé la recette comme une arme, et puis tué pour le cacher. Miss Marple a fermé le livre. Le vent dehors s'était calmé. Mais dans son esprit, la tempête ne faisait que commencer.
Chapitre 7. Le jour du jugement n'est pas terminé. Le lendemain matin, les villageois de Willowbrook furent réveillés par une douce brise inhabituelle pour la saison. L'air sentait légèrement la fleur de sureau et la fumée de bois, et pendant un bref instant, le village sembla respirer à l'unisson, comme s'il tentait de retrouver une vie normale après la lente déconfiture des derniers jours. Mais la normalité avait quitté Willowbrook au moment où Mildred Blackstone s'était effondrée derrière une caisse de confiture de groseilles à maquereaux. Au salon de thé Lavender, Dora Beckett essuyait les tables avec une précision mécanique, son tablier taché de farine et ses pensées perdues. Les affaires avaient ralenti, pas complètement, mais sensiblement. Le couple de personnes âgées qui s'attardaient autrefois autour de crampets beurrés ne restait plus que pour le thé. Les mères avec leurs poussettes passaient devant les vitrines du salon de thé, mais n'y entrèrent pas. Des murmures, comme des mouches, bourdonnaient juste au-delà de portée d'oreille. Miss Marple, assise dans son coin habituel, son thé refroidissant intact à côté d'elle, observait attentivement la jeune fille. Elle attendit que Dora lui tourne le dos et se lève doucement de son siège. 15 minutes plus tard, elle était assise dans le modeste salon du révérend Tuttle, juste en face de l'inspecteur Cray. Il ne s'attendait pas à sa visite. « Mademoiselle Marple, » dit-il en se levant poliment, « je consultais justement les comptes rendus d'incident. Puis-je vous aider ?»« Je crois bien, » dit Miss Marple en prenant la place qu'il lui offrait. « Voyez-vous, j'ai pensé à la tarte au mur. » Cray cligna des yeux. « J'avais l'impression que cette enquête dépassait le cadre des pâtisseries. Et pourtant, tout a commencé par un seul, » répondit-elle. « Et ce qui commence dans l'aigreur finit souvent dans l'amertume. Inspecteur, c'est la nature des choses. » L'inspecteur sourit faiblement. Il avait appris à laisser Miss Marple utiliser ses métaphores. Elles étaient rarement hors de propos. « J'ai des raisons de croire, » poursuivit-elle, « que la tarte servie à la fête, celle présentée sous le nom de Madame Blackstone, n'a pas été préparée par elle. » Cray haussa un sourcil. « Vas-y. »« J'y ai goûté, » dit simplement Miss Marple. « C'était léger, trop léger, presque moderne. La croûte de Madame Blackstone était plus ferme, plus traditionnelle. Elle utilisait toujours du saindoux. Celle-ci avait la texture feuilletée du beurre. « Ce n'est guère une preuve de meurtre. »« Non, » répondit Miss Marple, « mais c'est la preuve d'une substitution. Quelqu'un a préparé cette tarte et l'a fait passer pour la sienne. Cela signifie qu'ils avaient accès à sa recette, ou pensaient l'avoir. Cela signifie aussi qu'ils avaient des raisons de vouloir que cette tarte soit jugée en son nom. » L'inspecteur Cray se pencha en arrière. « Vous insinuez que quelqu'un l'a droguée. Je suggère que quelqu'un y ait ajouté de l'huile de lavande, assez pour désorienter, pas pour tuer. Mais avec une petite poussée, peut-être un faux pas, une main sur l'épaule, il serait facile de faire passer le reste pour accidentel. » « Et le motif ?» Miss Marple croisa les mains. « C'est le plus intéressant. Si vous me le permettez, inspecteur, j'aimerais proposer une nouvelle évaluation du concours de tarte. » Il cligna des yeux. « Quoi ?» « Pas publiquement, bien sûr. Discrètement, avec les autres participants. Laissez Dora préparer une autre tarte selon la même méthode que celle présentée comme celle de sa tante. Faites-la goûter par les mêmes juges. Voyons qui reconnaîtra le goût. Et surtout, voyons qui réagira. » Cray la fixa du regard. « Tu crois que quelqu'un va se trahir ? » « Je crois, » dit-elle, « que le jour du jugement n'est pas terminé. » Cet après-midi-là, le plan fut mis en œuvre discrètement. Madame Tuttle, Monsieur Lyle et la directrice à la retraite, Mademoiselle Goring, tous juges de fête, ont été priés de retourner au salon de thé pour une dégustation comparative privée, comme l'a formulé l'inspecteur Cray. Strictement procédurale, a-t-il ajouté, compte tenu de l'enquête en cours. Dora, pâle et incertaine, reçut la recette et fut priée de recréer la tarte exactement comme elle l'avait fait le jour de la fête, sous le regard sévère de sa tante. Miss Marple, observant depuis l'arrière, remarqua chaque scintillement de son expression tandis qu'elle roulait la croûte,
tandis qu'elle ajoutait les fruits, tandis qu'elle badigeonnait le dessus de ce glaçage révélateur. « Je ne voulais pas que tout cela arrive, » murmura Dora une fois, sa voix suffisamment basse pour presque disparaître dans le sucre. « Je sais, » dit Miss Marple, mais la pâtisserie, comme la vérité, finit toujours par faire surface. La tarte a été servie précisément à 4 heures. Les 3 juges étaient assis en silence, leur fourchette en main. Madame Totle prit une bouchée délicate. « Délicieux, dit-elle. Comme avant. Monsieur Lyle plissa les yeux. Non, c'est plus léger, moins épicé, moins traditionnel. Mademoiselle Goring se tamponna les lèvres. C'est la même tarte que le jour de la fête, j'en suis sûr. L'inspecteur Cray, assis à côté d'eux, regarda au-delà de la table, vers la porte par laquelle le docteur Croft venait d'entrer. « On m'a demandé d'apporter ceci, » dit-il en brandissant une enveloppe. « Les résultats de laboratoire de l'échantillon de tarte. » Cray l'ouvrit. Son regard parcourut rapidement la page. Il leva les yeux. « De l'huile de lavande, » dit-il doucement. « Trace confirmée. » Il y eut un moment de silence absolu dans la pièce, le genre de silence qui précède toujours la confession ou l'effondrement. Mais aucun des deux n'est venu. Au lieu de cela, M. Lyle se leva brusquement. « J'en ai assez de ce cirque. » Il se dirigea vers la porte et heurta quelqu'un qui entrait. C'était M. Finlay. Le visage de l'avocat était pâle, son col de travers. « Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, » dit-il à personne en particulier. Tout le monde s'est retourné. Miss Marple resta assise, son expression douce. « Allez-y, monsieur Finlay, » dit-elle. Il la regarda presque avec gratitude. « Je voulais juste les droits, » dit-il. « Les recettes. Mildred m'avait promis de les mettre à mon nom, disant que je pourrais gérer la publication et les recettes. Mais elle a changé d'avis. Elle a dit que Dora méritait tout, que je n'étais qu'un simple employé. « Et donc tu as pris le livre ?» demanda Cray sèchement. Finlay hocha la tête. « Je voulais la copier, pas la voler. Je pensais que si je l'avais, je pourrais la persuader. Mais ensuite, les pages ont commencé à disparaître, et quelqu'un d'autre avait fait une tarte avec sa recette, et l'avait inscrite à son nom. Elle s'est mise en colère. Paranoïaque. La voix de Miss Marple était douce. « Vous ne l'avez pas tuée. »« Non, » dit-il. « Mais quelqu'un a utilisé ce chaos à son avantage. » Et puis tous les regards se tournèrent vers Dora. Sa main serrait le tablier. Son visage était pâle. « Je ne l'ai pas poussé, » murmura-t-elle. « Non, » dit Miss Marple, « mais vous saviez ce que la lavande ferait. Vous en avez ajouté. Vous espériez qu'elle se sentirait faible, qu'elle tomberait sur sa chaise, qu'elle raterait l'évaluation, qu'elle perde confiance. Vous vouliez faire vos preuves. » Les larmes montèrent aux yeux de Dora. « Elle ne m'a jamais rien laissé, pas même ma propre tarte. Je voulais juste qu'elle me voie. Je ne voulais pas qu'elle meure. Je jure que non. Mais quelqu'un a veillé à ce qu'elle le fasse, » a déclaré Miss Marple. La pièce redevint silencieuse. La voix de Miss Marple était presque inaudible. « Madame Fanshawe. » Il y eut une pause, puis de l'autre côté du salon de thé, un seul mot. « Oui. » Tous se tournèrent pour la voir, droite, posée, les mains jointes calmement. « J'ai vu Mildred trébucher. J'aurais pu la rattraper. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé tomber. » Elle regarda directement Miss Marple. « Parce qu'elle ne laissait jamais n'importe lequel. Nous nous levons. » Chapitre 8. Confession sur la crème anglaise. Le salon de thé était figé dans un silence étrange, troublé seulement par le léger tic-tac de l'horloge au-dessus de l'âtre. L'odeur de pâtisserie fraîche persistait, mêlée à quelque chose de moins sucré. La troublante vérité. Une femme venait d'avouer avoir laissé mourir une autre personne, et personne ne l'avait arrêtée. Madame Fanshawe resta debout, la posture parfaitement droite, le visage calme, mais épuisé. Elle ne se tordait pas les mains, elle ne bégayait pas.
Elle parlait comme une femme qui avait gardé le silence bien trop longtemps, et qui, l'ayant rompu, n'éprouvait plus le besoin de plaider sa cause. Miss Marple, cependant, comprenait que le silence cachait souvent le motif le plus dangereux. Pas la passion, pas la jalousie, mais ressentiment mariné dans le temps. L'inspecteur Cray se leva lentement et prudemment. « Madame Fanshawe, vous devez m'accompagner au poste. » La gouvernante hocha légèrement la tête. « Bien sûr. Je ne fuirai pas. »« Non, » murmura Miss Marple presque pour elle-même. « Je suppose que vous ne l'avez jamais fait. » Cray se tourna vers Dora qui s'était effondrée sur une chaise, les yeux écarquillés et gonflés de larmes. « Mademoiselle Beckett, dit-il plus doucement, vous devrez fournir une déposition complète. Pour le moment, vous resterez au village. »« Je ne voulais pas la tuer, » murmura Dora. « Je voulais juste avoir une chance. » Une seule. Miss Marple s'approcha d'elle et posa doucement une main sur son épaule. « Vous n'êtes pas la première jeune femme à être rabaissée par quelqu'un qui craint le changement, ma chère. Mais il y a de meilleures façons de s'élever que de rabaisser les autres. » 2 heures plus tard, le salon de thé était fermé. Un panneau fermé jusqu'à nouvel ordre flottait sur la porte. Le village, déjà habitué au rythme des ragots, avait désormais la langue bien pendue. Au bureau de poste, Madame Headley murmura qu'elle savait, il y avait quelque chose qui clochait chez Madame Fanshawe. Je n'ai jamais fait confiance à une femme qui ne cligne pas des yeux quand il y a une guêpe dans la pièce. Chez le marchand de légumes, M. Finch a déclaré qu'il soupçonnait Dora depuis le début. Les yeux trop larmoyants, toujours en mouvement comme si elle cachait une tarte sous sa jupe. Au presbytère, le révérend Tottle murmura que c'était une tragédie générale, tandis que Madame Tottle écrivait à son cousin de Lower Marleycombe, avec suffisamment de détails saisissants pour rivaliser avec les Daily Mail. Et dans un coin tranquille d'un cottage avec des rideaux de dentelle et un rosier florissant, Miss Jane Marple préparait son thé du soir et ouvrait son journal. Elle a écrit avec des lignes nettes et réfléchies, note de cas, Mildred Blackstone, décédée. Figure dominante, boulangère primée, discrète avec ses recettes. Dora Beckett, nièce, surmenée, éclipsée. Elle a introduit de l'huile de lavande dans une tarte, destinée à sa beauté et non à tuer. Madame Fanshawe, gouvernante rivale, ambitieuse, amère. Elle a laissé Mildred tomber, un acte passif mais à l'issue fatale. Monsieur Finlay, avocat, a réclamé les droits sur les recettes, a pris le livre sans permission, l'a rendu secrètement. Coupable de vol et de peur, et non de meurtre. Conclusion. Un meurtre par omission, aggravé par des intentions complexes. La vérité révélée par la recette elle-même. Elle ferma le journal avec un léger claquement et regarda longuement dans la tasse de thé. Le lendemain matin, la vie reprit son rythme, légèrement modifié. La boulangerie rouvrit. Les écoliers reprirent leurs bêtises. L'Institut des femmes se réunit, mais le thé et les biscuits habituels furent remplacés par un silence plutôt sombre et une simple génoise. Miss Marple, comme à son habitude, assista à la petite cérémonie en l'honneur de Mildred Blackstone à Saint Winifred. L'assistance fut clairsemée. Le respect était de mise, mais l'affection n'était pas de mise. Plus tard, tandis que le soleil projetait de douces ombres sur le cimetière, Dora s'approcha de Miss Marple sous l'if. « Je suppose que je ne serai jamais pardonnée, » dit-elle doucement. Miss Marple la regarda vraiment. « On te pardonnera, » dit-elle. « Mais tu dois commencer par te pardonner à toi-même et apprendre que l'ambition ne doit pas se dissimuler dans le thé et les tartes. Elle doit être gagnée ouvertement. »« Elle me manque, » murmura Dora, « même maintenant. » Elle était cruelle, mais elle était tout ce que j'avais. « Elle t'a donné une structure, » répondit Miss Marple, « et la structure peut ressembler à de l'amour quand on n'a pas grand-chose d'autre. Mais tu es libre maintenant. Ce que tu feras de cette liberté déterminera qui tu deviendras. » Dora hocha lentement la tête. « Je ne sais pas si je pourrai à nouveau cuisiner un jour. »« Tu le feras, » dit Miss Marple, « mais la prochaine fois, pas sous le nom de quelqu'un d'autre. »
Plus tard dans la semaine, l'inspecteur Cray rendit visite à Miss Marple. Il arrive sans prévenir, ce qu'elle prit toujours comme un compliment. « Du thé, inspecteur ?»« Toujours, si c'est à toi. » Ils étaient assis dans la pièce de devant, entourés du faible tic-tac de l'horloge de la cheminée et du doux arôme du pain aux groseilles refroidissant dans la cuisine. « Elle ne nie pas, » dit Cray au bout d'un moment. « Madame Fanshawe, je veux dire. Elle admet avoir laissé tomber Mildred. Elle prétend qu'elle n'avait aucune intention de lui faire du mal, juste de ne rien faire. » Miss Marple hocha lentement la tête. « L'acte le plus mortel, au bon moment. » « Et légalement ? » Elle sera accusée d'homicide involontaire, je suppose. Peut-être une peine moins lourde, compte tenu de son âge et de son absence d'antécédents judiciaires. Mais le mal est fait. Cray soupira. Et Dora ? Elle le portera avec elle, comme il se doit. Mais elle a le temps de s'en remettre. Il y eut un silence pendant un moment, puis Cray se pencha en arrière. « Tu sais, dit-il, tu as la fâcheuse habitude d'arriver à des conclusions des heures avant moi. » Miss Marple sourit. « Oh, je n'arrive pas. J'observe, et les gens sont comme des gâteaux, inspecteur. On devine de quoi ils sont faits une fois qu'on les a vus lever sous la pression. » Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les collines et que le village replongeait dans son silence familier, Miss Marple était assise près du foyer avec son tricot. L'affaire était close. Aucun procès n'avait commencé. Mais la justice, à sa manière anglaise et discrète, avait fait sentir sa présence. Et quelque part, au fond d'un tiroir du placard du cottage de Miss Marple, reposait une note manuscrite sur un vieux papier, une copie de la recette originale de la tarte au mûr, récupérée, restaurée et rangée. Pas pour le garder, pas pour les secrets, mais simplement pour rappeler que même les choses les plus simples, la farine, les fruits et le sucre, peuvent avoir suffisamment de poids pour changer des vies. Chapitre 9. Sous la poussière de sucre. C'était un mardi, et le ciel au-dessus de Willowbrook était de ce bleu pâle et incertain qui succède aux tempêtes émotionnelles. Le genre de ciel sous lequel la vie reprend son cours avec un soupir prudent, comme pour s'assurer qu'elle a le droit de continuer. Miss Marple était assise dans son salon, son tambour à broder à la main, brodant soigneusement une tulipe commencée avant la fête. La tulipe avait patiemment attendu, à moitié terminée, tandis que meurtres et ragots s'étaient multipliés. Maintenant que l'affaire était close et que la police avait laissé le village reprendre ses habitudes, Miss Marple retournait au rituel tranquille de la vie quotidienne. Ou presque. Il restait quelque chose, une saveur, un parfum, quelque chose d'inachevé. Car le meurtre ne s'arrête jamais vraiment avec l'arrestation. Il persiste, dans les conversations, dans les questions non posées, dans ce silence pesant laissé dans un magasin ou dans le morceau de scone non mangé laissé dans une assiette. Ce matin, il s'attardait dans le salon de thé de Lavande. Dora Beckett avait rouvert la boutique sous son propre nom. Un tableau noir à l'extérieur indiquait désormais « Dora's, pâtisserie fraîche et recettes honnêtes ». C'était un panneau courageux, écrit de manière légèrement inégale, mais il a tenu. Les villageois, hésitant entre l'applaudir ou la plaindre, revenaient prudemment. Ce matin-là, les habitués arrivaient par petits groupes. Le vieux monsieur Rudge, hochant la tête solennellement. La femme du pasteur, affirmant qu'elle soutiendrait la jeune fille. Madame Mott qui ne pouvait résister à un bon petit pain, quel que soit le scandale. Et dans cette foule à moitié réconfortée entra Miss Marple. « Bonjour, Dora », dit-elle chaleureusement en accrochant ses gants sur la chaise à côté d'elle. « Mademoiselle Marple », répondit Dora les joues rouges. « Voulez-vous le gâteau aux graines aujourd'hui, ou peut-être quelque chose de nouveau ?»« Nouveau », dit Miss Marple. « Surprenez-moi. » Dora revint avec une part de tarte aux prunes et au gingembre, couleur or pâle avec une croûte sucrée. « Je l'ai fait hier, » dit-elle en le posant. « Personne ne m'avait dit à quel point c'était difficile de cuisiner quand on est surveillé. » Miss Marple sourit. Une leçon à retenir tôt. Elle en prit une bouchée. La tarte était légèrement acidulée,
et le gingembre plus ambitieux que la plupart des palais villageois ne l'apprécieraient. Mais c'était honnête. Pas parfait, mais le sien. « Je pense, dit Miss Marple, que vous allez être plutôt doué pour ça. » Dora cligna des yeux, surprise. « Après tout ça, tu as dit la vérité finalement, » dit Miss Marple. « C'est important. Et maintenant tu construis quelque chose de ton cru, sans recettes empruntées ni huile cachée. » Dora hésita. « Les gens oublient-ils vraiment ? » ?»« Non, » répondit Miss Marple, « mais ils pardonnent, surtout si on leur offre un bon petit quelque chose avec de la crème caillée pendant qu'ils le font. » Dehors, le village retrouvait son rythme. Madame Fanshawe avait été placée en garde à vue 2 jours plus tôt, après ses aveux. Le village, bien que choqué, réagit comme tous les villages anglais confrontés à la criminalité de personnalités célèbres, avec un mélange d'indignation, de gentillesse excessive et de souvenirs soigneusement rationnés. Les gens ont commencé à dire « Elle a toujours semblé un peu trop stricte, n'est-ce pas ?» ou « De toute façon, elle n'aimait pas ses tartes. » Seuls quelques-uns ont admis avoir copié sa recette ou emprunté ses cuillères doseuses. Mais derrière les ragots se cachait un malaise, une culpabilité collective selon laquelle ils avaient peut-être tous permis à Mildred Blackstone d'être trop fière, trop craintive, trop seule. Et c'est cette culpabilité tacite qui rendait la tarte de Dora encore meilleure qu'elle ne l'était. Le pardon, pensait Miss Marple, améliorait toujours la saveur. Cet après-midi-là, Miss Marple se promena dans le village. Elle passa devant la maison vide de Madame Blackstone, désormais fermée, les rideaux tirés, un simple avis d'homologation collé de travers sur la fenêtre. Les rosiers de son jardin commençaient à faner légèrement, comme si elle ne savait pas pour qui fleurir. Alors qu'elle se tenait à la porte, une voix parla derrière elle. « Elle a tout laissé à Dora, tu sais. » C'était M. Finlay, l'avocat, sa serviette serrée fermement dans une main. Miss Marple se retourna. « Vraiment ? » ?»« Oui. Je pensais qu'elle pourrait le changer, mais non. Même après toutes ces disputes, même après qu'elle m'ait dit de brûler le manuscrit. »« As-tu ? » ?»« Non, » répondit-il en souriant presque. « Je suis avocat. On ne brûle jamais rien. » Miss Marple rit doucement. « Alors, ça existe toujours. » Il hocha la tête. « Bien enfermé. Même si j'imagine que Dora ne voudra peut-être plus jamais le revoir. »« Peut-être pas maintenant, » dit Miss Marple, le regard perdu dans le vide. « Mais peut-être plus tard. Pas pour l'argent, mais pour tourner la page. » Elle regarda la maison. Elle aimait vraiment la fille, à sa manière. M. Finlay soupira. Oui, mais elle ne savait pas comment le montrer. Miss Marple ne répondit pas. Elle avait connu de nombreuses personnes comme Mildred Blackstone, des personnes qui confondaient contrôle et affection, pouvoir et présence. On les trouvait souvent dans les villages tranquilles, où la vie offrait peu de place à la réinvention. Elle se détourna de la porte et continua son chemin. Ce soir-là, au dîner, Miss Marple reçut une invitée, Madame Clarissa Hodge, ancienne institutrice et preneur de notes invétérée. Elles se régalèrent de saumon froid, de salade de pommes de terre et d'un fou à la rhubarbe. « Je n'arrive toujours pas à y croire, » dit Clarissa en posant sa cuillère. « Madame Fanshawe, de toutes les personnes. » « C'était un meurtre discret, » dit Miss Marple. « Non pas de rage, mais de ressentiment. Le genre de meurtre qui vous habite profondément. J'imagine que j'ai toujours pensé que le meurtre serait plus bruyant. »« Non, » répondit doucement Miss Marple, « seulement dans les livres. Dans la vraie vie, c'est souvent comme un fil qui glisse discrètement à travers le tissu, si fin que personne ne remarque son absence, jusqu'à ce que le vêtement se déchire. » Clarissa hocha lentement la tête. « Et Dora, va-t-elle s'en remettre ? » ?»« Avec le temps. Elle est jeune et elle a goûté à l'amertume. Si elle est sage, elle ne l'oubliera jamais. »« Le savais-tu depuis le début ? » ?»« Je m'en doutais, » dit Miss Marple en sirotant son thé. « Pas au début. Mais la lavande était un choix curieux, ni traditionnel ni vraiment créatif. C'était le genre de choses qu'on ajoute non pas pour le goût, mais pour l'effet. » « Et la page déchirée ? » « Un message, »
dit Miss Marple. Quelqu'un a essayé de détruire des preuves, puis a paniqué. La culpabilité laisse des traces. Clarissa secoua la tête. Tu devrais être à Scotland Yard. Miss Marple sourit. Oh non. Je préfère le jardinage et le tricot. Le meurtre, après tout, est une erreur humaine, et on comprend mieux les humains là où ils sont le plus eux-mêmes, dans les petits villages à la mémoire longue. Dehors, le village commençait à se rafraîchir avec le soir. On appela les enfants des jardins. Des lampes s'allumèrent derrière des rideaux de dentelle. Un chien aboya une fois, puis se tut. Quelque part, un piano jouait un vieux cantique, et quelqu'un fredonnait, doucement, avec hésitation. Et dans le calme qui suivit, sous la poussière sucrée des réputations, les bords brûlés de l'orgueil et le lourd vernis des vieux secrets, Willowbrook, enfin, commença à guérir. Chapitre 10. Les secrets de la boîte à épices. C'était le jeudi suivant, et une légère agitation était revenue à Willowbrook. Non pas la même tension électrique qui avait suivi la mort de Madame Blackstone, mais un léger bourdonnement, comme l'écho d'une cloche longtemps silencieuse. Les conversations s'étaient adoucies, la routine avait repris, et même le salon de thé de lavande avait retrouvé un rythme tranquille. Mais Miss Marple savait pertinemment que la fin d'une enquête ne signifiait jamais la fin d'une histoire. La justice pouvait être rendue au tribunal, mais la compréhension, celle qui comptait, se trouvait ailleurs, dans les silences, dans les regards, dans les questions non posées qui traînaient derrière des conclusions bien rangées comme des miettes oubliées sur une nappe. Et Miss Marple, malgré tout son amour pour les scones et la couture, avait encore une miette qu'elle ne pouvait ignorer, parce que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas la froide indifférence de Madame Fanshawe. Elle l'avait compris. Ce n'était pas non plus le désespoir de Dora d'être vue. Cela aussi lui était douloureusement familier. Non, c'était quelque chose de plus petit, et paradoxalement de bien plus grand. C'était le clou de girofle manquant. Tard dans la matinée, Miss Marple rendit une fois de plus visite au docteur Nathaniel Croft. Le médecin, qui avait pris l'habitude d'éviter tout contact visuel depuis la clôture de l'affaire, cligna des yeux de surprise lorsqu'elle apparut à son cabinet avec un paquet emballé et son doux sourire habituel. « Mademoiselle Marple, dit-il en s'éclaircissant la gorge, vous n'êtes pas malade, j'espère. » Pas malade, dit-elle, mais toujours curieuse. Elle lui a offert le colis. J'ai trouvé ça dans le garde-manger de Madame Blackstone. Le docteur Croft l'ouvrit et révéla une petite boîte ronde aux lettres effacées, du genre de celles vendues chez les apothicaires il y a une génération. L'étiquette disait simplement « Clou de girofle, entier, pour la pâtisserie ». Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une poudre noire et dense. « Ce n'est pas du clou de girofle, » dit-il aussitôt en y trempant un doigt pour le renifler. « C'est de la racine de valériane. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent derrière ses lunettes. « C'est ce que je pensais. » Valériane, un ancien sédatif à base de plantes, connu pour son odeur piquante et ses propriétés soporifiques. « Quelqu'un l'a échangé, » dit-elle. « Probablement pas récemment. Peut-être il y a des mois, mais certainement avant la fête. » Le docteur Croft fronça les sourcils. « Mais pourquoi ? Je crois que quelqu'un avait l'intention de doser Madame Blackstone progressivement, peut-être la rendre confuse, faible, plus malléable. Mais cela impliquerait une planification à long terme, dit-il lentement, pas un acte spontané. « Tout à fait, » dit Miss Marple, « et c'est pour ça que je suis là. » Elle se pencha légèrement en avant. « Dites-moi honnêtement, Madame Blackstone s'est-elle déjà confiée à vous, à propos d'oubli, de rêves étranges, de ne pas se sentir elle-même ?» Le médecin hésita. Elle a dit qu'elle se sentait confuse. Elle a dit qu'elle avait des crises étranges, vertiges, difficultés de concentration. Elle a mis ça sur le compte de l'âge. Je lui ai conseillé de réduire les efforts, mais je n'ai rien fait d'autre. Parce que tu as supposé qu'elle exagérait. Les épaules du docteur Croft s'affaissèrent. Oui. Miss Marple croisa les mains.
Alors je crois que le meurtre n'a pas commencé à la fête, docteur. Il a commencé bien avant, discrètement, quotidiennement, à chaque pincée de clous de girofle qu'elle ajoutait à ses repas. Plus tard, dans l'après-midi, Miss Marple rentra chez elle et sortit son carnet. Elle feuilleta ses notes. Jusqu'à présent, elle avait accepté que l'affaire impliquait des intentions multiples. Dora avait assaisonné la tarte avec de l'huile de lavande. Madame Fanshawe avait permis la chute. Monsieur Finley avait volé la recette. Mais que se serait-il passé si quelqu'un d'autre avait prévu de briser Mildred, pas soudainement, mais lentement, sur des semaines, des mois, et si cette personne n'avait jamais eu l'intention de la tuer? Mes deux hérités sont. Miss Marple a entouré un nom qui jusqu'à présent semblait périphérique. Mavis Reed, la gouvernante de Blackstone devant Madame Fanshawe, licenciée 2 mois auparavant, dans des circonstances discrètes. Polly, parlant doucement, connue pour préparer une tarte de temps en temps lorsque Mildred était malade, du jamais vu dans les jours qui ont suivi la fête, ni aux funérailles, ni au salon de thé, nulle part. Miss Marple a fait ce qu'elle faisait toujours lorsque les faits refusaient de correspondre. Elle marchait. Ses pas la conduisirent jusqu'à Marleycombe Road, juste après la poste et de l'autre côté du pont, où les maisons vieillissaient et les ruelles se rétrécissaient. Là, dans une maison de pierre au toit de chaume maintenant légèrement couvert de mousse, vivait la jeune Madame Agnès Cutler, qui travaillait à temps partiel pour la receveuse de poste et à temps partiel pour la vérité. « Oh oui, » répondit Agnès à Miss Marple. « Mavis Reed ? Elle est partie chez sa sœur près de Banbury. Elle est partie le lendemain de la fête. »« Comme c'est soudain, » dit Miss Marple. Agnès hocha la tête, ravie que ces informations soient appréciées. Elle a dit que c'était juste pour le week-end. Mais son cottage est fermé à clé depuis, rideau tiré, et elle a dit à Madame Headley de ne lui faire suivre aucune lettre, que est inhabituel. Et elle a laissé son chat, a ajouté Agnès avec un poids dramatique. Miss Marple cligna des yeux. Ah, parce qu'aucune femme à Willowbrook, surtout pas une femme sans enfant, ne laisserait son chat derrière elle à moins qu'elle n'ait pas l'intention de revenir, ou à moins qu'elle et je ne pouvais pas. Ce soir-là, Miss Marple reçut une enveloppe par la poste. Il n'y avait pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier ligné. L'écriture était soignée, ronde et indéniablement féminine. Elle était cruelle, oui, mais je n'ai jamais voulu la blesser. Je la voulais seulement calme, docile. La prostituée, la chute, ce n'était pas moi. Je ne lui donnais que ce qu'elle demandait, une cuillère à café d'épices dans son ragoût. Mais ce n'était pas du clou de girofle. Je pensais que ça la rendrait plus douce. Je pensais qu'elle serait gentille. Je pensais mal. Je vais rester à l'écart. C'est mieux pour tout le monde. Miss Marple plia soigneusement la lettre. 3 femmes ont façonné les dernières. Semaine de Mildred Blackstone. Dora, émotive, impulsive, en quête de validation. Fanshawe, fière, amère, silencieusement cruelle. Mavis, subtile, invisible, dangereuse dans sa gentillesse. Il ne s'agissait pas d'un seul coup, d'un seul mobile, d'un seul crime. Il s'agissait d'une érosion silencieuse et collective. Chaque acte, chaque omission, chaque choix affaiblissait le mur jusqu'à ce que la dernière pierre tombe. Une mort lente, pensa Miss Marple, fondée non pas sur le poison mais sur le caractère. Le lendemain matin, elle se dirigea vers le verre. Les guirlandes de fête avaient disparu depuis longtemps. Les caisses de confiture étaient empilées et vides, mais l'air conservait une légère douceur, celle de choses autrefois célébrées et désormais commémorées. Elle s'assit sous le sycomore, ouvrit à nouveau son journal et écrivit « La vérité vient rarement d'un seul coup. Il se dépose, couche par couche, comme de la poussière de sucre sur une tarte qui refroidit. Et c'est seulement lorsque la poussière est soulevée que nous voyons ce qui se trouve en dessous. » Chapitre 11. La lettre sans signature. La pluie est arrivée à Willowbrook ce vendredi matin, douce mais régulière. Le genre de pluie qui crépite doucement sur les vitres des serres et fait glousser les poules avec indignation dans leur poulailler.
C'était le genre de temps qui rendait le village silencieux, comme s'il retenait son souffle. Miss Marple aimait plutôt ces journées-là. Il gardait les gens à l'intérieur et leur donnait le temps de réfléchir. Un luxe rare dans un endroit où la vie quotidienne était faite de courses, de cercles de tricot et d'espionnage subtil de bavardage. Elle était assise dans son salon avec une tasse de Darjeeling, ses rideaux de dentelle tirés juste assez pour laisser entrevoir la haie où les moineaux gonflaient leurs plumes. Sur ses genoux reposait la lettre anonyme qu'elle avait reçue la veille, celui de Mavis Reed. Ses doigts reposaient légèrement sur le papier, même si son esprit était déjà ailleurs. Non pas sur ce que disait la lettre, mais sur ce qu'elle évitait. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Je la voulais seulement calme, docile. La tarte, la chute, ce n'était pas moi. Et pourtant, Mavis avait disparu le lendemain de la fête, sans même dire un mot à quiconque. Ce n'était pas le comportement d'une femme en bonne conscience. L'expression « c'est mieux pour tout le monde » n'était pas non plus celle qu'on utilisait simplement pour éviter les ragots désagréables. Non, Miss Marple avait lu trop de vie entre les lignes des lettres. Il y avait bien plus caché dans ce que Mavis n'avait pas dit que dans ce qu'elle avait. Et surtout, elle n'avait pas signé son nom, ce qui signifiait qu'elle pensait que quelqu'un la soupçonnait peut-être déjà, ce qui signifiait qu'elle avait encore quelque chose à perdre. Cet après-midi-là, Miss Marple enfila son imperméable et sortit sous la bruine, sa destination étant connue d'elle seule, et le petit carnet glissé dans son sac à main. Elle passa devant la place du village, le mémorial silencieux, les fenêtres closes du cottage de Madame Blackstone. Elle passa devant le presbytère, où Madame Tottle l'observait derrière un rideau de dentelle, faisant semblant de ne rien voir. Et elle passa devant le salon de thé Lavender, toujours ouvert, bien qu'aujourd'hui à moitié plein. Mais elle n'est pas entrée. Au lieu de cela, elle traversa le cimetière et prit le chemin étroit et en pente qui menait à Larkspur Lane. Les maisons ici étaient les plus anciennes, plus isolées. C'est dans cette rue qu'avait vécu Mavis Reed, une maison jumelée en briques rouges avec un portail en fer qui ne fermait jamais correctement, et un jardin perpétuellement à mi-chemin entre la floraison et le délabrement. C'était vide maintenant. Mais Miss Marple n'était pas là pour frapper. Elle était là pour parler avec quelqu'un qui avait vu bien plus que ce qu'on lui avait demandé. « Miss Marple », dit le jeune Freddy Wilkes, surpris de la voir sur le pas de sa porte. Freddy, 12 ans et aux joues rouges, n'était pas réputé pour son obéissance, mais possédait ce charme coupable qui lui valait la clémence de la plupart des adultes. Il vivait chez sa grand-mère à 2 pas de l'ancien cottage de Mavis et avait un jour tondu sa pelouse. En échange de restes de gâteaux aux fruits et de conseils de détective privé, comme il le disait. « Je me demandais, » dit doucement Miss Marple, « si vous aviez remarqué quelque chose d'inhabituel le jour où Miss Reed était partie. » Freddy hésita. « Grand-mère dit que je ne devrais pas colporter de ragots. Mais dire la vérité, ce n'est pas du commérage, » dit Miss Marple. « C'est une observation utile, comme tout bon détective. Cela a fait l'affaire. » Eh bien, Freddy se gratta la nuque. Elle est partie tôt, avant le petit déjeuner. Je descendais au magasin acheter le journal de grand-mère, et je l'ai vue à la grille. Elle avait une valise, une grande, et elle brûlait quelque chose dans une petite boîte en métal près du hangar. Brûler quelque chose? Il hocha la tête. Des bouts de papier, peut-être des lettres. Elle avait l'air effrayée en me voyant. Elle m'a dit d'oublier et m'a donné une pièce d'1 livre. 1 livre. Miss Marple haussa les sourcils. C'est très généreux. Trop généreux, acquiesça Freddy, avec le ton solennel de quelqu'un qui avait appris à être méfiant. Est-ce qu'elle a dit où elle allait? Non. Mais elle a dit « Ne dis à personne que tu m'as vu, surtout pas à Dora. » Puis elle a marché jusqu'à l'arrêt de bus. Elle n'est jamais revenue. Le regard de Miss Marple s'attarda sur le jardin de l'autre côté de la route. Qu'est-ce que... Mavis avait brûlé? Qu'avait-elle craint que Dora sache? Le lendemain apporta une autre surprise. Pas pour Miss Marple, mais pour Dora Beckett.
Elle était dans le salon de thé en train de préparer un lot de scones aux cerises lorsque la sonnette retentit, et un homme de grande taille avec un presse-papier se présenta comme étant Monsieur Hawthorne, d'une maison d'édition de Londres. « Nous avons reçu un manuscrit partiel il y a quelques mois, a-t-il déclaré. Nous pensions qu'il s'agissait d'un canular. Mais maintenant que le nom de Mildred Blackstone fait la une des journaux, nous sommes très intéressés. » Dora était sans voix. Monsieur Hawthorne a poursuivi. Les recettes étaient inachevées. Il y avait des trous dans le brouillon, des incohérences d'écriture. Nous avons contacté l'avocat, Monsieur Finlay, mais il n'a pas été très réactif. Cependant, nous serions disposés à acheter les droits, à condition, bien sûr, que vous les déteniez déjà. Dora s'assit brutalement au bord d'une chaise. Oui, je crois que oui. Enfin, la volonté... Oui, c'est confirmé. Ce que nous aimerions vraiment, c'est publier l'histoire derrière les recettes. Peut-être même une autobiographie. La tarte qui a tué, même si je suis sûr que le marketing choisira quelque chose de moins dramatique. Il lui a tendu sa carte. Dora le regarda comme si c'était un piège. Depuis la cabine du coin, Miss Marple observait l'échange avec le plus léger des sourires. Ce soir-là, Dora arriva au cottage de Miss Marple les mains tremblantes. « Elle a essayé de tout prendre, » dit-elle en se laissant tomber dans le fauteuil du salon. « Mavis. Elle allait vendre les recettes, derrière le dos de tante Mildred. J'ai trouvé l'enveloppe. » « Enveloppe ? » ?»« Dans la boîte à thé. Celle marquée Ceylan. C'était scotché sous le couvercle. Ma tante cachait toujours des choses dans des endroits étranges. À l'intérieur se trouvait une lettre, de la maison d'édition, adressée à Mavis. Il voulait de publier son en tant qu'auteur. Les yeux de Miss Marple se rétrécirent légèrement. « Et qu'as-tu fait de la lettre ?»« J'en ai parlé à Monsieur Finlay. Il m'a dit que cela pourrait donner lieu à des poursuites judiciaires. Mais maintenant ?» Elle hésita. « Je crois que Mavis a essayé de se débarrasser de tante. Pas tout de suite, mais lentement. Peut-être qu'elle ne savait pas jusqu'où ça irait. » Miss Marple se leva et s'approcha du feu, ajoutant une petite bûche. Les flammes vacillèrent, projetant de douces ombres sur le papier peint fleuri. « Elle n'avait pas besoin de la tuer avec du poison ou des couteaux, » dit Miss Marple. « Elle avait juste besoin qu'elle soit trop fatiguée pour dire non. » Dora baissa les yeux sur ses mains. « Mais est-ce que cela fait d'elle une meurtrière ? » ?»« Non, » répondit Miss Marple, « mais cela la rend responsable. Comme nous tous, d'une certaine... en manière. » Elle se tourna vers Dora avec une douce finalité. « Et maintenant, ma chère, tu dois décider. Vas-tu dire la vérité au monde, ou vas-tu imprimer un livre et adoucir l'amertume avec du sucre glace ?» Chapitre 12. Ce dont le chat se souvenait. Les chats, comme Miss Marple aimait à le remarquer, se souvenaient souvent de choses que les humains avaient oubliées. Ils se souvenaient de l'endroit où se trouvait le rebord de fenêtre le plus chaud l'automne dernier. Ils se souvenaient de l'invité qui leur cachait de la crème, longtemps après son départ, et ils se souvenaient certainement de celui qui avait dérangé leur bol, ou était entré chez eux sans y être invité. Ainsi, lorsque Miss Marple retourna une fois de plus dans l'ancien cottage de Mavis Reed, ce ne fut pas la porte verrouillée qu'elle examina en premier, mais le chat. Grande créature couleur suie aux yeux d'ambre pâle, le chat était resté, curieusement, dans le jardin depuis la disparition de Mavis. Il avait refusé toute proposition de relogement. Une veuve de Rose Lane avait tenté de le séduire avec de l'aigle fin. Un écolier nommé Oliver lui avait offert un palais en forme de boîte à chaussures tapissée de vieilles chaussettes. Même la femme du pasteur, avec sa voix douce et sa fourchette à sardines, avait fait des avances. Le chat les avait tous refusés. Mais lorsque Miss Marple arriva cet après-midi-là avec une soucoupe de crème et une seule sardine, bien égouttée, pas grasse, celle-ci s'avança avec un ronronnement bas et suspect et s'assit à ses pieds. « Ah !» murmura Miss Marple. « Alors, vous vous souvenez de moi ?» Le chat cligna des yeux, lentement. Et puis, à la grande satisfaction de Miss Marple, il fit exactement ce qu'elle espérait. Il tourna la tête vers la fenêtre arrière du cottage et émit un miaulement bas et bref. Miss Marple se leva et suivit son regard.
Les rideaux à l'arrière de la maison avaient bougé, très légèrement. À l'intérieur, la maison sentait vaguement les herbes humides et le bois sec. Les rideaux n'avaient pas été ouverts depuis 15 jours, mais une fine traînée de miettes de pain, au sens propre du terme, s'étalait sur le sol de la cuisine. Et près de l'évier, sur le plan de travail, se trouvait une soucoupe bleue ébréchée, mouillée. Quelqu'un était revenu, récemment, mais pas officiellement. Le salon portait les traces d'un rangement bâclé, un tiroir entr'ouvert, un coussin retourné, non lissé. La petite horloge sur la cheminée faisait encore tic-tac, et curieusement, une tasse de thé sur la table d'appoint, tachée de rouge à lèvres. Ce n'était pas la teinte que Mavis portait habituellement. Miss Marple, bien sûr, avait remarqué de telles choses. Elle a également remarqué le carnet posé sous l'horloge. Il était mince, sans doublure et ne portait aucun nom. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur d'une écriture, soignée et anxieuse, se trouvait une liste partielle. Des recettes, pas précises, mais brouillons, incomplets, avec des notations telles que « Ajoutez de la fleur d'oranger »,« Réduisez la noix de muscade »,« Trop forte »,« Supprimez clou de girofle »,« Trop amère pour les tartes d'été ». Miss Marple a tourné la page. D'autres gribouillis. Correction. Note marginale. Si Mildred change d'avis, retour à la lavande. Et en dessous de ça, Dora ne devrait jamais voir ça. Miss Marple s'assit lentement sur la chaise près de la cheminée et ferma le cahier. Le chat sauta à côté d'elle, agitant sa queue. « Je crois, » lui dit-elle, « que tu viens de te souvenir de quelque chose d'assez important. » Elle quitta le chalet sans rien déranger. Ce n'était pas nécessaire. L'image devenait indéniablement claire. Mavis n'était pas partie simplement par peur ou par culpabilité. Elle était revenue, discrètement, peut-être une seule fois, pour récupérer quelque chose, ou peut-être pour voir si ses secrets avaient déjà été découverts. Mais plus important encore, elle avait préparé une version des recettes qui exclut Dora dans son ensemble. Elle n'avait pas seulement manipulé Mildred, elle s'était préparée à tout s'approprier, le livre, le mérite et même l'histoire, et peut-être plus encore. Ce soir-là, l'inspecteur Cray rendit visite à Miss Marple pour lui donner des nouvelles. Il était fatigué mais intrigué. « Votre théorie concernant Mavis pourrait tenir la route », a-t-il admis. Finlay a confirmé qu'elle avait demandé une assistance juridique en avril, prétendant que c'était pour le projet de boulangerie d'un ami. Elle avait même laissé une partie du contrat dans ses dossiers. « Et l'ami » demanda Miss Marple. « Inexistant. » Cray soupira. « Nous avons discrètement demandé à la police de Banbury de la localiser. Mais sans inculpation, nous ne pouvons pas faire grand-chose de plus. Après tout, elle n'a pas tué Mildred. »« Non, » répondit Miss Marple, mais elle l'a vue s'effondrer et a contribué à accélérer le processus. Cray hésita puis hocha la tête. « Et ça, je suppose, même la justice a du mal à le punir. » Miss Marple sourit doucement. « La loi a ses limites. Mais le village se souvient autrement. » Le dimanche suivant, l'Institut des femmes s'est réuni à nouveau pour sa réunion mensuelle. L'ordre du jour était court. Examiner le procès-verbal, discuter de l'exposition florale à venir et nommer un nouveau président pour le comité de pâtisserie. Un rôle longtemps occupé avec beaucoup d'importance par feu Madame Blackstone. Dora Beckett a été nominée. Il y eut une pause, un long. Mais ensuite, une à une, les mains se sont levées. Pas tous. Mais ça suffit. Le visage de Dora rougit. Elle regarda Miss Marple assise tranquillement près de la fenêtre, en train de crocheter une petite fleur avec du fil vert, pâle. Après la réunion, Dora s'est approchée. « Je ne sais pas si je mérite ça, » murmura-t-elle. Miss Marple leva les yeux. « Peu d'entre nous y parviennent. Mais nous le méritons, avec le temps. » Dora hocha la tête. « Il y a autre chose. » Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une page pliée. « C'est au dos du livre de recettes. Je ne l'ai pas montré à la police. Je n'étais pas sûre que ça ait de l'importance. » Miss Marple a pris le papier.
Sur celui-ci, de l'écriture nette et sans fioriture de Mildred Blackstone, étaient inscrits les mots suivants. « Si je devais partir avant que le livre soit terminé, Dora doit le terminer. Elle a les mains pour ça. Peut-être le cœur aussi, si elle lâche le mien. » Miss Marple le plia lentement, pensivement. « Elle ne te l'a jamais dit ?» Dora secoua la tête. Elle ne croyait pas aux compliments. « Non, » répondit Miss Marple, mais elle croyait à l'héritage. Plus tard dans la nuit, Miss Marple s'assit près de son feu et ouvrit à nouveau son journal. Elle a écrit avec soin. Le meurtre ne nécessite pas toujours de malveillance. Parfois, cela se manifeste par insouciance, par ego, comme le vol silencieux du nom de quelqu'un. Et en dessous de ça, mais parfois, sous les cendres, nous trouvons la recette pour recommencer. Elle regarda vers sa bibliothèque, où son propre dossier de recettes, vieux, jauni, se trouvait entre poèmes rassemblés de Tennyson et croquis de la vie du village. Elle sourit faiblement. Puis je me suis levé, j'ai mis la bouilloire en marche, et j'ai commencé à préparer le thé du lendemain. Chapitre 13. L'incident du Flower Show. L'exposition florale annuelle de Willowbrook était l'un de ces événements qui incitaient les gens à se comporter de façon tout à fait inhabituelle, du moins en public. Des veuves, habituellement modestes, devenaient de féroces gladiatrices dans la catégorie des glaïeuls. Les maîtres de poste à la retraite nourrissaient des sentiments tranchés envers la taille des dahlias. C'était un lieu où les rivalités chuchotées fleurissaient plus fort que les roses. Cette année, le spectacle a eu lieu 2 semaines après les événements de la fête, et son arrière-plan de scandale flottait dans l'air comme le parfum de pivoine trop parfumé. Le soleil brillait, les tentes étaient dressées, et le village, toujours désireux d'affirmer sa résilience, débarquait avec chapeau et jupe pastel, bien décidé à s'amuser. Miss Marple, vêtue de son tailleur lavande pâle et de son chapeau de paille orné d'un ruban violet, déambulait entre les expositions, un panier au bras et un léger sourire aux lèvres. Elle s'arrêta pour admirer le stand de légumes, où les panais étaient exceptionnellement fiers, s'arrêta devant une entrée de delphinium d'une hauteur surprenante. Impressionnant, mais je soupçonne qu'ils étaient nourris avec de l'eau de vaisselle, et se retrouva enfin dans le coin ombragé du chapiteau principal, où herbes et conserves catégories étaient exposées. C'est là qu'elle a vu Dora. Pas derrière les tables, comme on pourrait s'y attendre, mais debout sur le côté, juste à l'extérieur des cordes blanches, comme si elle n'était pas sûre d'être encore autorisée à entrer dans le monde qu'il ignorait autrefois. « Miss Marple, » dit-elle, surprise. « Ma chère, » dit Miss Marple, « quel plaisir de vous voir ici. Vous n'avez rien inscrit ?» Dora secoua la tête. « Je ne pouvais pas. »« Pas encore. Je pensais que les gens pourraient penser que tu avais quelque chose à prouver. » Dora eut un sourire contrit. J'essayais de prendre sa place. Miss Marple regarda de l'autre côté de la pièce vers la table où, pendant de nombreuses années, les entrées de Madame Mildred Blackstone s'étaient dressées comme des monuments. Le lemon kurde, le miel de lavande, le vinaigre d'estragon qu'elle préparait à partir d'un mélange secret qu'elle prétendait provenir de sa grand-mère dans le Devon. Aujourd'hui, il y avait un petit espace vide au bout de la table. Personne ne l'avait rempli. « Parfois, » dit Miss Marple, « un espace vide parle plus fort qu'une entrée. » Tandis que les juges circulaient, M. Lyle, boulanger, la remplaçante de Mme Fanshawe, au presbytère, une femme énergique nommée Mme Corbett, et, étonnamment, M. Finlay, insistant sur le fait qu'il s'agissait simplement d'un devoir civique, Mademoiselle Marple se dirigea vers la tente à thé. C'était plus calme là-bas, loin du tumulte du rez-de-chaussée. Quelques personnes âgées sirotaient de l'eau citronnée. Des enfants s'agitaient sur leurs jambes collantes. Et assise seule à une table, lisant un magazine de jardinage avec une concentration trompeuse, se trouvait Mavis Reed. Miss Marple ne l'avait pas vue arriver. Personne d'autre non plus, semble-t-il. Elle portait une simple robe grise et un foulard jaune pâle qui lui couvrait à moitié le visage.
mais ses yeux félins étaient reconnaissables entre mille. Elle observait la pièce, les entrées, les gens, Dora. Miss Marple s'assit à la table à côté d'elle sans demander. « Le gris te va bien, » dit-elle avec désinvolture. Mavis cligna des yeux et leva les yeux, surprise. « Miss Marple, je dois admettre, » poursuivit Miss Marple, « que je pensais que vous étiez définitivement à Banbury. Vous avez su rester discret. »« Je suis venu juste pour le spectacle, » a déclaré Mavis. « J'avais quelques atouts en jeu. »« Sous le nom de quelqu'un d'autre ?» Mavis rougit. « Je ne pensais pas que quelqu'un voudrait me voir ici. »« Non, » dit Miss Marple, « je ne pense pas qu'il le ferait, surtout pas Dora. »« Je n'ai jamais voulu que les choses aillent si loin, » dit doucement Mavis. « Je voulais juste avoir de l'importance. Appartenir Mildred ne me voyait jamais. Je lavais ses sols, lui préparais du thé, testais ses recettes, mais j'étais toujours invisible. » Miss Marple pencha la tête. « Et c'est ainsi que vous avez commencé à faire des copies. »« Je n'ai pas volé, » dit Mavis rapidement. « J'ai créé, ajusté, amélioré. Je n'ai utilisé que ce qu'elle a jeté. »« Mais tu n'as pas jeté son, as-tu » Mavis hésita. « Non, » dit-elle, « mais j'ai arrêté de la protéger. Quand je suis partie, elle était déjà distraite, perdue, et je savais que je lui avais donné trop de valériane. Je n'ai pas arrêté. Et quand tu as appris qu'elle était morte, j'ai paniqué. Je pensais que tout le monde penserait que c'était moi. Et puis, quand j'ai appris la nouvelle concernant le manuscrit, j'ai su que quelqu'un d'autre l'avait terminé. Dora, elle avait dû le prendre. » Miss Marple fouilla dans son sac à main et posa un papier plié sur la table. « Tu as laissé ça, » dit-elle, « dans le carnet bleu sous l'horloge. Tu pensais avoir détruit le reste, mais tu as raté ça. » Mavis ouvrit la page, les doigts tremblants. C'était une recette, presque identique à la tarte au mûr de Mildred, mais avec des différences importantes de temps de cuisson et d'épices. En bas, au crayon délavé, il y avait une ligne. « Appelez-le Mildred, les gens lui feront confiance. » Mavis laissa tomber le journal. Son visage se décomposa. « Elle me détestait, » murmura-t-elle, « et j'essayais quand même d'être son. » Miss Marple resta assise tranquillement pendant un long moment. « Non, Mavis, » dit-elle enfin, « tu ne voulais pas être elle. Tu voulais être vue, et c'est tout autre chose. » De retour à l'intérieur du chapiteau, Dora se tenait près de la table des juges, les bras croisés, regardant M. Finlay plisser les yeux sur un pot de chutney aux pommes. Il se tourna pour parler aux autres. Ce faisant, sa manche heurta le coin d'une pile de cartes d'entrée, les envoyant voler au sol. Plusieurs noms sont devenus momentanément égarés. Miss Marple regardait de l'autre côté de la tente. Il a fallu 2 minutes au juge pour réattribuer les cartes, juste assez longtemps pour un pot de vinaigre d'estragon pour finir sous un autre nom. La carte disait maintenant « Monsieur Reed, vinaigre d'estragon avec mélange d'herbes secrètes. » Miss Marple sourit. À la fin de l'après-midi, lorsque les résultats ont été annoncés, le vinaigre de Mavis a remporté la 2e place. Personne ne l'a remis en question. Personne n'a même remarqué le nom. Personne, sauf Dora. Elle se retourna et scruta la foule. Elle a attiré l'attention de Miss Marple à travers la tente, et Miss Marple fit un léger signe de tête, non pas en signe d'approbation, mais de compréhension. Parce que parfois, le pardon n'est pas offert avec des mots, mais avec de l'espace, une scène partagée, une recette de retour, et un acte de miséricorde accompli en silence comme incorporer du sucre dans la pâte avant même de la goûter. Chapitre 14. Une tarte, une lettre et un héritage. Le soleil revint à Willowbrook le jour où le dernier chapitre se terminait, non seulement pour Madame Mildred Blackstone, mais aussi pour les paisibles réflexions qui suivirent sa mort. La pluie des semaines précédentes avait, semblait-il, lavé le village, ou du moins adouci ses aspérités. Les haies paraissaient plus lumineuses, le lierre moins oppressant, les vieilles pierres des cottages plus chaleureuses.
Dans la fenêtre de le salon de thé de Dora, le tableau disait maintenant « Essayez notre tarte au mûr, celle qui a tout déclenché ». En dessous, en plus petit, d'après une recette de Monsieur B, terminée par Madame B. À l'intérieur, les tables étaient presque pleines. Les enfants partagèrent des biscuits sablés à la confiture. La femme du pasteur commanda une miche entière de scones à la cassonade, pour plus tard, bien sûr. Des touristes de Marlécombe entraient en murmurant entre eux. C'était le salon de thé des journaux, celui où une recette avait tourné au meurtre. Miss Marple entra juste au moment où l'agitation de l'après-midi commençait à s'atténuer. Elle se déplaça dans la pièce avec une familiarité tranquille et s'installa à son siège habituel près de la fenêtre, où son thé lui fut apporté sans avoir besoin de le demander. Dora apparut quelques instants plus tard, son tablier saupoudré de farine et ses cheveux épinglés avec moins d'inquiétude qu'auparavant. « Je n'étais pas sûre que tu viendrais, » dit-elle. « Ma chère, je ne rate jamais un dernier chapitre. » Dora sourit, même si ses mains s'agitaient encore sur le bord de sa manche. « J'ai reçu 3 propositions, pour publier. L'une d'elles veut que le livre soit intitulé « La mort dans une boîte à tartes ». Miss Marple émit un léger son amusé. Plutôt grossier. Je le pensais aussi. Dora hésita. « Je veux dire la vérité, mais je ne veux pas tout revivre. »« Ce n'est pas nécessaire. » dit doucement Miss Marple. « La vérité n'a pas besoin d'être une confession. Elle peut simplement être une offrande, une histoire racontée honnêtement, sans laisser de méchants impunis et sans louer inutilement un héros. » Dora hocha la tête. « Il y a quelque chose que je veux te montrer. » Elle revint quelques instants plus tard avec une enveloppe, non pas jaunie comme les vieilles pages de recettes, mais neuve, couleur ivoire, impeccable et scellée à la cire violette. À l'intérieur se trouvait une lettre dactylographiée. À qui cela peut concerner, ceci certifie que le manuscrit ci-joint, intitulé Herbe, foyer et cœur, a été dicté en partie par Madame Mildred Blackstone et complété par Mademoiselle Dora Beckett, sa nièce, sous plein héritage et gestion morale du matériel. Il comprend à la fois des recettes originales et des notes personnelles, qui reflètent l'évolution culinaire de l'ambition d'une femme, et la décision d'une autre de la poursuivre, non pas aveuglément, mais avec choix. Mademoiselle Beckett a choisi d'inclure les notes, les modifications et même les entrées contestées, y compris celles influencées par Mavis Reed, dans la publication finale. Aucun nom n'a été omis, aucune amertume n'a été ajoutée. Cyril Finlay, Esquire Miss Marple le lut lentement, une fois, puis une autre fois. « Tu as fait la paix, » dit-elle. « J'essaie. »« Tu t'en sors bien, » répondit Miss Marple en pliant soigneusement la lettre. « Et Mavis ?» Dora baissa les yeux. « Elle est partie. » « Encore partie, discrètement, pas d'adresse de réexpédition. Mais elle a laissé un panier sur le perron il y a 2 jours. De la confiture de pommes, pas de mots, juste de la confiture. Des excuses, » dit doucement Miss Marple, autant qu'elle en est capable. Ce soir-là, Miss Marple rentra à son cottage avec un petit paquet marron dans les bras, un cadeau de Dora. Il contenait une tarte aux mûres encore chaude, enveloppée dans du lin, et une recette manuscrite. Tarte aux mûres, Blackstone Beckett. Pâte brisée, un verre de farine et de beurre, sans sein doux. Mûres, cueillies si possible. Glaçage au sucre roux, avec zeste d'orange. Un pincère de clous de girofle. Pas trop. Il vaut mieux servir avec de la mémoire, pas avec de la fierté. Elle le posa sur le comptoir de la cuisine et se versa un verre de lait chaud. Puis, tandis que le crépuscule tombait sur la ruelle, elle s'installa dans son fauteuil et ouvrit son journal pour la dernière fois sur ce sujet. Son écriture, comme toujours, était mesurée, douce, précise. Réflexion. Mildred Blackstone n'a pas été assassinée par une seule main. Elle a été détruite par de nombreuses choses. L'orgueil, le ressentiment, l'ambition, chacun étant un fil tiré d'une trame autrefois serrée. Et pourtant, avec sa mort, quelque chose d'inattendu s'est produit. Dora a trouvé sa propre recette, Mavis ses remords, et le village, une leçon d'héritage.
La justice, comme la pâtisserie, n'est pas une question de perfection. C'est une question d'équilibre. Et parfois, l'ingrédient le plus important est celui qui manque. Dans ce cas, l'amertume. Elle ferma le journal et regarda la lumière de la lampe vaciller sur la tasse de thé sur son étagère. Demain, il y aurait de nouveaux ragots, de nouvelles ventes de pâtisseries, de nouveaux flirts entre le fils du boucher et la nièce du fleuriste. Mais ce soir, juste pour ce soir, Willowbrook était immobile, et Miss Marple, comme toujours, l'observait avec une affection silencieuse. Le mystère, après tout, avait été résolu, mais plus important encore, l'histoire avait été racontée.